Bonsoir à tous, merci Mahfoud de cette présentation, de ce mot très gentil d'invitation et puis surtout de votre invitation dans ce cadre très prestigieux dans lequel j'ai le grand plaisir de pouvoir venir vous présenter un certain nombre de nos données les plus récentes et également vous donner un petit peu les perspectives de ces travaux, les conséquences, les interprétations que d'aucuns peuvent en faire, peuvent tirer sur le domaine sportif, sur le domaine sanitaire aussi, et de façon plus générale sur le domaine scientifique. Puisque, effectivement, cette devise à laquelle vous faisiez référence, le Citius, Altius, Fortius, plus vite, plus fort, plus haut, plus fort, que Pierre de Coubertin avait réutilisé de son ami Didon pour les 3e Jeux Olympiques, pose la question effectivement de son inscription dans le temps de ce 19e siècle, cette fin du 19e siècle très positiviste, très ouverte vers des progrès qui paraissaient infinis à l'époque et qui au début du 21e font écho à un certain nombre de nos difficultés actuelles, qu'elles soient endogène, propre à ce que nous sommes en tant que femmes, en tant qu'hommes, en tant qu'humains, selon les prudences que d'aucuns essaient de mettre dans ces différents termes pour ne gêner, ne forcer personne à interpréter cette pathologie humaine, ou cette expression tirée de ces grands débats, et on en a encore entendu de violentes diatribes dans les dernières semaines. On va essayer d'éviter cette partie et cette dérive pour revenir à ce que sont un petit peu les fondements de cette progression des performances et comprendre à partir de cela ce qui en fait tout l'intérêt de l'étude, à la fois dans les interactions qui peuvent venir des capacités internes, endogènes, portées en partie par la génétique, et de ce que l'environnement de nos sociétés, l'environnement des activités sportives, l'environnement général, y compris géopolitique, permet, incite, tente, force parfois, pour comprendre vers quoi tendent ces évolutions des performances. Et donc cette question de jusqu'où peut-elle aller, est bien de savoir au-delà de ses limites si le ticket reste valable. La question qui est posée actuellement par la préparation de l'America's Cup à San Francisco, vous voyez là-haut le Challenger, Artemis, bateau suédois, la vitesse atteinte par ces bateaux de 21 mètres de long sur 2 coques et d'ailes rigides de 40 mètres. Et donc vous voyez à quelle vitesse ces catamarans, qui ressemblent vraiment de très loin aux petits catamarans que l'on peut utiliser dans le plaisir des baies françaises, vont avoir parfois comme conséquence assez catastrophique. Vous en avez une ici, portée par Oracle lors d'une compétition de leur sister ship un peu plus faible. Et vous voyez comment les hommes sont ballottés dans cette régate difficile et qui reste et qui peut tourner parfois à la catastrophe, puisque Andrew Simpson, qui faisait partie de l'équipage d'Artemis justement et qui rêvait plutôt de ce type de navigation, eh bien, sous l'accident d'Artemis le 10 mai dernier, il y a seulement 10 jours, est décédé pour y être resté 15 minutes de trop. Et donc la question autour des prises de risques du sport de haut niveau, la question de ce à quoi sont adaptés nos organismes en fonction des contraintes de plus en plus importantes, de plus en plus tendues vers le dépassement de la performance, sera la question fondamentale de cette conférence. Et donc pour commencer, on va essayer de voir ce que sont ces principes et ce que sont les grandes fonctions qui régulent ces limites. La première, c'est l'homéostasie. L'homéostasie, c'est finalement un phénomène qui permet à un système ouvert le plus souvent, tous les systèmes vivants sont des systèmes ouverts qui ont besoin d'énergie pour continuer à persister, comment ces systèmes se régulent pour trouver dans leur environnement interne, par rapport aux contraintes externes, finalement, des possibilités qui sont compatibles avec la persistance, et donc avec la pérennité de l'individu, le système pris comme individu, l'individu pouvant être une cellule, un organe, un organisme, voire éventuellement un groupe, une société, une espèce. Et donc, entre ces limites supérieures et inférieures, on va avoir des cycles de fluctuation qui vont venir régulièrement aller aux abords des limites inférieures ou supérieures. Et ces grands cycles, eh bien, vous les connaissez, ce seront les cycles des saisons, les cycles circannuels, qui vont basculer entre une
production végétale et animale importante, et puis une phase beaucoup plus torpide au moment de cet hiver dans lequel vous allez trouver des interconnexions entre les énergies disponibles, énergie solaire essentiellement, c'est la principale sur notre planète, et les capacités des individus qui les portent. Et si on regarde justement en France la mortalité quotidienne, comme c'est le cas ici, entre les saisons d'hiver en bleu, les saisons d'été, printemps-été en rouge, vous voyez qu'on ne cesse d'avoir des alternances de pics qui sont la plupart du temps au début de l'année, donc fin janvier, début février, au pic de froid, pendant toute cette période de surveillance d'une quinzaine d'années, ici entre 91 et 2006. Et puis, vous constatez également ce petit pic au début de l'été, entre fin juin, début juillet, constant quasiment, on le voit à chaque fois, jusqu'à cet immense pic de 2003 correspondant à la canicule qui a coûté 15 000 vies en France et 35 000 en Europe. On a donc des cycles réguliers qui peuvent s'inverser lors d'événements climatiques importants, lors d'événements extrêmes, et toute la question qui va venir pour les prochaines décennies, ce sera celle de l'augmentation à la fois de la fréquence et de la violence de ces événements extrêmes, confère la tornade d'Oklahoma City il y a seulement 24 heures. Et donc on est sur, en tout cas pour des relations de cette nature, autour de la fluctuation que l'on va modéliser, que l'on va tenter de comprendre autour de ces grandes fonctions régulières, plus ou moins marquées selon les hivers, plus ou moins marquées selon les températures, mais avec toujours cette petite réélévation au cours du mois de juillet, et puis à nouveau ce cycle qui va constamment se répéter d'une année sur l'autre. Et on a bien, vous l'avez vu tout à l'heure, entre 1400 et 1800 décès par jour en France, une variation extrêmement importante de 30% entre ces deux valeurs. Et en fait, ces deux valeurs, elles viennent d'une fluctuation qui régule finalement une certaine forme de performance, la survie, la durée de vie maximale. Ça peut être pris comme un indicateur qui n'est pas un indicateur sportif, mais qui est l'indicateur résultant de toutes ces capacités que nous avons, capacité à gérer notre énergie, notre capacité à dépenser notre énergie dans l'activité, à raisonner, des capacités à réguler notre rythme cardiaque, à réguler les fonctions d'utilisation du glucose, des acides gras, des graisses, des sucres. Et tout cela, finalement, nous permet d'avoir une certaine capacité à résister aux contraintes de l'extérieur. Et par rapport à cela, lorsque l'on recherche et que l'on regarde ces variations, à la fois de performance et de survie, on voit que, au regard de la température, on a des fonctions, qu'on va revoir tout à l'heure, qui sont optimisées aux alentours de 20-25 degrés, à peu près à 23 degrés en France, et qui fait qu'entre janvier, avril et juillet, on va avoir des cycles qui ne vont pas cesser finalement d'alterner entre l'hiver et l'été, et que cet optimum, il est juste avant le mois de juillet. Il est aux alentours de mai-juin. Alors évidemment, pas cette année, c'est un peu perdu, comme Paris, d'organiser ça aujourd'hui, mais on a quand même, autour de cela, entre mai et juin, un optimum où la mortalité est la plus basse, chaque jour en France. Et donc, on va voir qu'il existe, donc, dans ce cycle des saisons, autour de cette relation, ici, une fluctuation qui est cette fluctuation continuelle, alternée, autour des cycles saisonniers. Une autre façon de le regarder est de prendre en considération les 2000 meilleurs performeurs de 2000 à 2010, donc sur 10 ans, sur l'ensemble du sprint, 100 mètres, 200 mètres, 400, 800, et on s'arrête là, puisqu'après on passe dans le demi-fond et avec d'autres propriétés. Et si on regarde l'ensemble de la distribution, finalement, de ces 2000 meilleurs performeurs mondiaux, entre la meilleure performance de chaque année, le 100%, et puis 99, 98, 97, on voit qu'il y a, là encore, une forme de progression qui, sur une base qui est assez large, autour de 30 degrés, c'est centré autour de 23, et un sommet extrêmement rétréci, plus ou moins 3 degrés seulement, donne finalement pour la même valeur, une valeur centrée, qui montre que cette performance va se développer pour les meilleurs, Usain Bolt étant ici, bien entendu, Christophe Lemaitre quelque part juste en dessous, et dans lequel on va avoir un faisceau de distribution, et donc une fonction de densité, qui va permettre d'établir cette relation entre la performance et la température.
Et vous voyez que là encore, on est sur des valeurs qui sont assez proches des valeurs optimales de survie. Si on regarde maintenant à l'autre bout du spectre, non pas le sprint, mais l'endurance, donc les marathons, on va avoir une forme d'exercice qui est tout à fait différente. Il faut courir vite, mais courir longtemps, et courir pendant 2 heures, alors que l'on a un rendement mécanique seulement de 25 à 30%, ça veut dire que pendant tout ce temps-là, 70 à 75% de l'énergie dépensée est finalement perdue, entre guillemets, comme chaleur. Mais cette chaleur, elle ne peut s'accumuler à l'intérieur de votre organisme, elle doit pouvoir s'évaporer, elle doit pouvoir passer avec le vent, elle doit pouvoir passer autour de l'environnement du coureur, qui en général termine pour les meilleurs aux alentours de 40 degrés de température interne, température corporelle. Donc vous voyez que la production de chaleur est extrêmement importante. Et il faut en même temps pouvoir, par convection, conduction ou évaporation, pouvoir éliminer cette chaleur. Et donc quand on a un environnement assez froid à l'extérieur, on se rend compte que ce sont des conditions idéales. Elles sont aux alentours de 10 degrés pour le marathon. Non pas 23, mais plutôt autour de 10 degrés pour ces raisons-là. Et si vous regardez le marathon de Chicago, qui s'est couru en 2001 à 7 degrés, vous avez la distribution de toutes les performances ici, puisqu'il y a à peu près 30 000 participants à ce marathon, et donc les meilleurs sont aux alentours proches du record du monde. À l'époque, il était aux alentours de 2h04 minutes. Et donc, les premiers arrivent aux alentours de 2h05. Et la distribution ensuite se fait sur une distribution assez classique, finalement, assez gaussienne, avec les derniers arrivant aux alentours de 8h. 2002, la distribution et la compétition se déroulent dans des conditions thermiques de 6 degrés, pas très loin des 10 degrés finalement, là encore, et vous voyez la distribution qui est superposée à celle de l'année précédente. Donc en fait, on se rend compte là encore que pour la totalité des 33 000 inscrits, cette fois-ci, cette année-là, on retrouve la même forme avec des valeurs pour les premiers qui, à quelques dizaines de secondes d'écart, vont être tout à fait similaires. Et puis en 2007, il va y avoir une température extrêmement élevée, à 27 degrés. Et vous voyez qu'à partir de là, toute la distribution recule de façon considérable. Les premiers vont avoir 7 minutes d'écart par rapport à la performance maximale. Sur 2 heures, c'est énorme. Et toutes, finalement, les performances des grands champions, mais de monsieur tout le monde, de monsieur et madame tout le monde, qui courent et qui se préparent pour pouvoir réaliser finalement, en général, leur marathon en environ 4 heures. Cette année-là, ils vont courir en 5 heures. Donc on voit là encore un impact extrêmement important. Et finalement, la contrainte, qui est cette contrainte thermique, s'impose à toute la population. Ce n'est pas exactement la même que les années précédentes, bien sûr, mais si on les compare, ce qu'on a fait dans cette étude d'année en année, on voit bien qu'on va avoir une régulation qui va être extrêmement dépendante de la température. Et puis, au-delà de cela, ce qu'il y a aussi, et surtout, c'est qu'on va perdre finalement un tiers à l'arrivée. D'habitude, ils sont 95% cette année-là, ils ne seront que 69% à arriver. Donc il y a toute une frange qui n'est même plus capable, au-delà de 6 heures, compte tenu de ces conditions thermiques, de pouvoir poursuivre avec des effets importants, avec 300 hospitalisations pour des coups de chaleur qui peuvent être extrêmement délétères. Donc on voit que, là encore, on a des fluctuations et des dépendances sur des contraintes physiques très simples, comme la température, pour non seulement les sportifs de haut niveau, mais les sportifs de niveau tout à fait normal. Et en fait, ceci nous permet de construire petit à petit, tant à l'arrivée, le nombre d'arrivants, et puis dans la troisième dimension, la température de moins 40 à plus 40, quand on étudie les marathons au pôle, quand on étudie les marathons réalisés à plus 40 degrés, les marathons des sables, et on voit là encore que les temps à l'arrivée, qui sont bien entendu beaucoup plus faibles, mais le nombre de participants aussi va progressivement augmenter jusqu'à cet optimum de 10, et puis progressivement diminuer. En général, le marathon des sables se court avec quelques dizaines pour le marathon des pôles, à peine quelques centaines de participants pour le marathon des sables. Et on a des préparations très spécifiques et des temps qui sont très limités par rapport à tout cela. Et donc, on va avoir une forme d'organisation pour l'ensemble de cette relation à la température, mais dont, finalement, si on regarde essentiellement la courbe principale, du temps du vainqueur par rapport à la température, reprend précisément celle que je vous montrais tout à l'heure pour la courbe de survie. Et donc on a la définition d'optimum qui viennent à 10 degrés pour le marathon, 23 degrés pour le sprint, et qui petit à petit nous donne un certain nombre de ces relations entre les maxima
même nos maxima à nous, individuellement, et ceux des paramètres de l'environnement. Donc cette dépendance est extrêmement importante, et on va chercher au fur et à mesure à comprendre comment cette utilisation des performances maximales, celle des records du monde, mais celle aussi que chacun tente dans son envie de se dépasser, cette envie de dépassement, va avoir. Et pour cela, on va regarder aussi d'autres formes de dépendance, en particulier avec l'âge. Si on regarde ici Francis Obikwelu, qui est un sprinter, sur le 100 mètres masculin, si on regarde Ato Boldon, Dennis Mitchell ou Carl Lewis, on va avoir des individus dont chacune des performances maximales annuelles vous donne finalement une forme de progression initiale ou de régression sur la fin de carrière. Et lorsque l'on les met tous ensemble, on voit qu'on a une variabilité importante, d'environ 8%, mais qui répond à une phase de progression et de régression après 26-27 ans. Et lorsque l'on mesure maintenant individuellement chacun de ces points pour les meilleurs et qu'on reporte pour un âge donné, quel est celui qui, à cet âge-là, a obtenu la meilleure performance de tous les temps, eh bien vous faites apparaître une courbe extrêmement précise, extrêmement descriptive, des qualités de l'espèce humaine qui relie Usain Bolt, que vous connaissez parfaitement, à Filip Ravinovitz, que vous ne connaissez absolument pas, mais qui, à 100 ans, est encore capable de courir le 100 mètres en 33 secondes, soit une vitesse moyenne de 3 mètres par seconde. Je vous donne rendez-vous d'ici quelques années pour savoir ce que nous serons capables de faire à 100 ans, mais c'est une performance qui est une performance de record du monde. Et vous voyez que cette courbe-là va décrire avec une extrême précision cet assemblage de toutes les plus grandes performances de l'espèce humaine sur une épreuve donnée, le 100 mètres. Alors vous l'avez pour le 100 mètres masculin, vous l'avez exactement de la même façon pour le 100 mètres féminin, avec un taux d'adéquation que vous voyez extrêmement élevé. Vous l'avez pour le marathon féminin, et regardez l'ensemble de ces points ici, y compris portés par Gladys Burrill à 92 ans, qui court à Honolulu en 9h53 minutes, presque 10 heures d'effort, mais qui est là, posé sur cet effort extrêmement important réalisé. Et puis, que dire de Foja Singh, qui est mise en lumière ici par Haile Gebrselassie, qui a été le grand recordman des années 90-2000, et qui, lui, vient de battre le record du monde à Toronto en 8h25-50. À nouveau, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes, vous voyez la précision avec laquelle cette simple courbe d'une exponentielle croissante, puis d'une exponentielle décroissante, décrit les capacités humaines tout au cours de la vie maximale, puisque dans ce même temps, vous voyez qu'on arrive à peu près aux 110-115 ans, qui sont le record mondial, 118 ans pour le maximum d'espérance de vie et 122 pour les femmes. Alors ça, c'est une façon particulière de regarder pour adopter cette idée que chacun peut apporter sa pierre, chacun a une contribution individuelle, mais si vous regardez ensuite les performances réellement individuelles, comme c'est le cas ici, cette publication d'il y a 10 ans, montrant ce qu'un athlète qui a réalisé 591 marathons en 30 ans, entre l'âge de 50 et 80 ans, et qui a tenu scrupuleusement l'ensemble de ces temps, et donc voici ses performances maximales annuelles, dans lesquelles on retrouve cette décroissance logique avec le temps, mais qui sont strictement corrélées aux paramètres physiologiques que l'on connaît, puisqu'il l'a mesuré, sa VO2, son débit cardiaque. Et donc on voit qu'avec le temps, progressivement, ces données physiologiques s'émoussent, sa performance s'émousse également et naturellement. Et il vient, par rapport à la courbe maximale qu'on a vue tout à l'heure, placer cette performance individuelle à l'intérieur de, finalement, cette courbe limite, cette courbe enveloppe, qui est celle des maxima humains. Et si on prolonge l'ensemble de ces capacités initiales, le temps ici de sa courbe d'apprentissage, qui va être de 5 à 8 ans, le temps qu'il sache comment courir un marathon, il arrive à peu près sur cette forme ensuite. Et donc, on a derrière cette idée d'une mesure, une capacité à estimer les prolongations. Et comment fait-on pour estimer les prolongations sur un taux d'hormones, pour savoir à quel âge éventuellement survient une ménopause? C'est bien sur ce type de réflexion que se pose le problème. Mais de la même façon, est-ce que notre capacité maximale nous indique une fonction évolutive, une fonction d'adaptation
momentanée, mais que nous dit-elle de notre avenir? C'est bien toute la question qui est posée. Si vous regardez sur d'autres disciplines, comme le golf, vous allez retrouver strictement le même type de progression, avec un âge un petit peu différent, aux alentours de 35 ans. Et puis progressivement se perd cette capacité à donner les scores moyens maximaux annuels sur le circuit professionnel. Et là, on est sur les 10 années, à nouveau, des meilleurs professionnels, Tiger Woods compris. Et en dehors de tous ces contextes sportifs, on a bien des impacts et des questions qui se posent, là encore, sur des données, certes musculaires, sur des données de mesure, mais également en dehors de la vitesse à laquelle peuvent se contracter l'actine et la myosine de nos quadriceps, se poser la question de nos capacités à leur ordonner, finalement, de se déplacer. Et le temps de réaction qu'on mesure sur le 100 mètres, c'est-à-dire celui qui va à un moment donné créer les conditions du faux départ, qui est à ce moment-là éliminatoire dans les règlements actuels, est également une mesure que l'on fait entre le temps du starter et le temps de mise en jambe, cette première contraction musculaire qui va propulser le sprinter, qui ne doit pas être inférieure à 100 millisecondes, hein, on est en secondes ici, et vous voyez qu'avec le temps, de la même façon, eh bien, on va progresser jusqu'à environ 25-26 ans, et puis au fur et à mesure, on va perdre cette capacité de réaction pour arriver aux alentours de 200 millisecondes à 45-50 ans. Cette variation-là du temps de réaction est également liée à une perte des capacités neuromusculaires qui vient, avec le temps, naturellement, limiter une partie de ces performances, une partie de ces indicateurs. Et puis, sport intellectuel s'il en est, un sport dans lequel on peut transposer ou pas toutes nos interprétations, nos envies, et en tout cas se dire que bien si quelques fous s'amusent dans les stades, d'autres de façon plus rigoureuse, Garry Kasparov en étant l'un des plus grands dans les dernières années, eh bien non. Les échecs, pour les maxima des points, pour ceux qui jouent parmi vous, hein, vous connaissez le système métrique qui permet par les points ELO de comparer, y compris des données des plus grands maîtres au début du XXe siècle, voire sur des parties du XIXe siècle. On a repris l'ensemble de ces données, on a pris les valeurs maximales atteintes sur ces points ELO, et on retrouve, là encore, une capacité qui va grandir avec les plus jeunes. Et ces capacités maximales, portées par des individus différents quasiment à chaque fois, finalement retrouvent exactement le même type de description d'une fonction croissante et décroissante. Alors dans ce domaine-là, on a bien entendu toute une série de questions sur les données physiologiques. Les données physiologiques, par rapport aux données de performance physique, aux données musculaires, bien entendu nettement moins pour les échecs, va nous donner, en tout cas pour la respiration, comme on l'a vu pour la VO2, des fonctions qui, dans les capillaires pulmonaires, c'est-à-dire les échanges gazeux, ce qui va vous permettre de faire passer l'oxygène de l'air extérieur à l'intérieur de vos petits tuyaux, de vos vaisseaux sanguins à l'intérieur du poumon, suit rigoureusement la même loi. Le rythme cardiaque, sa variabilité, et donc la capacité d'adaptation et la sensibilité au système sympathique et parasympathique, ce qui nous permet d'accélérer brutalement ou au contraire de ralentir, et on est le plus ralenti en général vers 3 heures du matin, dans un tonus parasympathique très fort, eh bien vous voyez que là encore avec l'âge, on va passer par des maxima aux alentours de 20-25 ans avant de diminuer progressivement. Et sur la maturation cérébrale, pour venir aux échecs, eh bien on voit que sur la capacité à connecter, donc la synaptogénèse, va avoir sur cette connectivité fonctionnelle, mesurée en IRM fonctionnel, en imagerie de résonance magnétique, une progression qui est une phase croissante, et progressivement, le volume cérébral eh bien, nous quitte, on perd du muscle, on perd du rein, on perd du cerveau, progressivement, avec le temps. La seule façon de résoudre ça est à chaque fois et toujours de remonter le plus haut possible en s'entraînant. Et donc en gardant une activité physique, en gardant une activité intellectuelle, en gardant une activité sociale, garder des contacts, garder ses capacités le plus longtemps possible est à chaque fois le meilleur moyen de se maintenir. Mais bien entendu, vaincre la mort est un autre sujet. Et vous voyez que dans le domaine sportif, que ce soit sur le basketball, le hockey sur glace, le football, l'escrime, le tir, tous les sports, il suffit de trouver le bon indicateur, tous les sports suivent rigoureusement cette loi de progression et de décroissance. Parce que simplement elle est portée par des fonctions physiologiques, qu'elles soient pour la reproduction, dans lesquelles on va avoir pour les femmes et pour les hommes
ce pic optimal de reproduction mesuré simplement sur des données de santé publique, c'est-à-dire le nombre d'enfants, dont vous savez que sur les pays développés, il est de plus en plus tard, aux alentours de 30 ans maintenant pour l'âge au premier enfant. Mais si on regarde l'ensemble des pays, on voit bien qu'on reste calé sur cet optimum de reproduction, cet optimum reproductif qui, très étonnamment, se trouve entre 20 et 30 ans, au moment de la 3e décennie, et donc à peu près centré sur ces capacités maximales humaines. On va se poser la question au fur et à mesure de savoir ce qui relie cette fonction individuelle, cette fonction d'espèce, et la fonction de pérennité de l'espèce autour de ces valeurs. Alors bien entendu, vous aurez, pour la courbe maximale ici en rouge, des individus qui peuvent terminer beaucoup plus tôt leur cycle, et qui auront peut-être été trop hauts trop tôt. A l'inverse, vous en aurez qui viendront aux alentours de 40-50 ans, culminer à leur maxima. Et puis les derniers viendront justement sur les octogénaires, nonagénaires, aboutir et venir tutoyer leurs limites à ce moment-là. C'est l'entrecroisement de toutes ces courbes qui nous donne la fonction principale, mais chacune d'entre elles, vous le voyez, répond toujours au même principe. L'important, c'est maintenant de pouvoir comparer les coefficients entre eux et de voir ce que chacun de ces coefficients signifie par rapport à une qualité qui n'est pas forcément nécessaire à 20 ans, alors qu'elle sera mise en lumière par ses capacités, justement, à durer plus longtemps, à résister à quantité de contraintes tout au cours de ce parcours de vie et aboutir à ces qualités de résistance mises en évidence maintenant par l'augmentation des super-centenaires, donc les gens qui, au-delà de 110 ans, ont encore bon pied, bon oeil et continuent à avancer. Rentrons un petit peu dans le détail. Cette fonction que vous avez vue, progresser et décroître, finalement, ça signifie quoi? Signifie l'association de deux fonctions qui sont toutes deux exponentielles. Une fonction de croissance, donc c'est un moins exponentiel du temps, alors que l'autre est simplement cette fonction de décroissance, moins c exponentielle de dt, qui reprend finalement la plupart des fonctions de dégénérescence, d'accumulation protéique à l'intérieur des cellules, de dysfonctionnement petit à petit d'une cellule dans un glomérule rénal qui va limiter petit à petit la fonction de filtration, la fonction d'épuration hépatique, la fonction de transfert dont on a parlé au niveau des capillaires pulmonaires. Les fonctions et les dépôts de protéines tau dans la maladie d'Alzheimer montrent que les neurones ne sont pas indemnes et que certains vont être plus susceptibles que d'autres. Mais qu'à chaque fois, comme je vous le disais, le fait de pouvoir maintenir ces activités en se forçant à l'exercice, et c'est bien là toute la grande difficulté, en particulier pour les plans de santé publique qui doivent tenir compte de cela, permettent de limiter cette exponentielle décroissante. Et c'est à l'intérieur de cela que se situe finalement le potentiel de chacun, dont la courbe d'espèce finalement est tout à fait similaire à la progression individuelle. Et là, on commence à rentrer dans des réflexions qui portent autour de l'autosimilarité et autour de la dimension fractale de ces capacités physiologiques qui vont porter à chaque fois un regard intéressant autour de ces grandes capacités à monter dans notre enfance et notre adolescence, et puis ensuite à transmettre nos connaissances, transmettre nos savoirs, pour que la génération suivante permette et accède petit à petit à ces capacités. Et donc cette accélération exponentielle que l'on conçoit facilement tous, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de nouveauté derrière cela, est extrêmement intéressante pour autant parce qu'elle nous montre, comme je vous le disais, la simplicité des relations 2 à 2. Ce sont des fonctions très simples entre la performance maximale et le temps, entre la performance maximale et la température, entre la performance maximale et l'énergie. On va en voir au fur et à mesure. Donc tout cela montre que ces relations sont très simples initialement quand on les étudie de façon très réductionniste, et toute la question de la science actuellement est posée autour de ce réductionnisme. Il faut avoir une vision holistique pour comprendre ce que sont nos chances d'évolution, mais on ne peut les comprendre qu'à partir du moment où on a fait cet effort de découper en tranches, de prendre un domaine, un sous-domaine, d'aller chercher spécialité par spécialité, technologie par technologie, de plus en plus finement les relations qu'il y a. Et ensuite, il faut reconstruire le puzzle. Chacune des pièces, ce sont des éléments simples. C'est ça qui est intéressant à voir au fur et à mesure dans ce domaine. Le deuxième, c'est celui de cette autosimilarité, le fait qu'à l'intérieur du groupe, espèce, on va suivre la même loi. À l'intérieur d'un individu,
Nos cellules vont suivre la même loi. À l'intérieur des composants cellulaires, on va voir les fonctions importantes qui vont avoir cette capacité de croissance, d'organisation, d'auto-organisation du vivant, et puis progressivement de prendre le temps avec eux. Et puis c'est le fait que cette adéquation extrêmement importante, vous les avez vus sur ces valeurs d'adéquation à 0,99%, donc il y a 1% de variabilité qui n'est pas expliquée par cette équation. Voilà ce que veut dire une adéquation à 0,99. Ça veut dire que globalement, pour tous les sports que je vous ai montrés, pour toutes les épreuves que l'on a, il faut aller chercher une autre explication pour seulement 1% de la variabilité, de la variation des données. Et donc à partir de là, sur cette extrême valeur de l'adéquation, on peut avoir des variations qui deviennent prédictibles, et donc on peut se poser la question de la prédictibilité, l'estimation des limites. Et puis du coup, ça devient dépendant d'un certain nombre de facteurs extérieurs qui vont faire bouger, comme vous l'avez vu pour l'ensemble de la population du marathon de Chicago, vont faire bouger complètement toute la distribution, dans un sens, dans un autre. Et cette sensibilité-là particulière va être extrêmement intéressante à étudier. Pourquoi ? Parce que, essentiellement, ce sont des propriétés, et des propriétés physiques, physico-chimiques, portées, en tout cas dans l'espèce qui les interprète, c'est-à-dire chez Sapiens, portées par des fonctions mathématiques. Et ces fonctions mathématiques, relativement simples, elles peuvent décrire soit des fonctions linéaires, et donc là on les connaît, que ce soit justement la croissance exponentielle, la diminution radioactive, pour un seul paramètre. Elles peuvent aller sur des régulations de paramètre à paramètre, sur des oscillations. Elles peuvent aller sur des phénomènes collectifs. Alors là, il faut parler d'oscillateurs harmoniques couplés, ça commence à devenir complexe. On va chercher dans le non linéaire des bifurcations, des fonctions pendules, des cycles limites, justement, qui nous intéressent, les cycles proie-prédateurs, qui sont extrêmement importants quand on voit un groupe progresser et puis que finalement il sert de proie au prédateur, qui va consommer de façon trop importante, et donc il va réduire sa part, qui derrière va devoir diminuer. Et finalement, sur l'ensemble de ces fonctions, de ces circuits, 2 à 2, on peut avoir toute une série de compréhensions qui viennent. Mais le plus intéressant vient justement de tout ce qui concerne le vivant complexe, et dans lequel on progresse petit à petit par le biais de cette dynamique non linéaire, et surtout par la façon dont on avance dans la complexité, dans les lois de la complexité, et dans l'organisation du chaos. Et donc ces fonctions chaotiques, qui sont décrites depuis plus de 50 ans, mais qui ont vu, parce que les modèles mathématiques actuellement utilisés permettent d'en avoir une appréciation de plus en plus fine, permettent de rentrer dans des circuits biologiques extrêmement complexes. Et la performance multidimensionnelle fait partie de ceux, finalement, qui testent la réalité de toutes ces interactions dont je vous parlais au début. Alors je vous conseille, pour ceux que ça intéresse dans ce domaine-là, et je n'irai pas au-delà, d'aller regarder sur cette référence, ça s'appelle kao-mat.org/fr. Donc kao-mat, vous calez ça sur votre Google favori, et vous allez sur un des sites du CNRS, c'est fait par Jean-Leïs Guis et Alvarez, c'est extraordinairement précis pour montrer comment, du 1er au 9e chapitre, on a avancé dans cette compréhension du chaos, et comment surtout, dans cette structure extraordinaire, vous voyez ici ces attracteurs étranges dont on parlait dans les années 60, s'organisent, et comment, en partant d'un de ces points de l'espace des phases, on va finir finalement par s'enrouler autour de l'un des attracteurs, alors que si on est juste de l'autre côté là, on va partir sur l'autre. Et à partir du moment où on est attiré sur l'autre, on est dans des fonctions limites, on est dans des cycles qui sont ceux de l'homéostasie dont je vous parlais tout à l'heure, et des interactions qui vont se coupler avec les grands oscillateurs, que ce soit le cycle des saisons, que ce soit le cycle nictéméral, le jour, la nuit. Et on va avoir, dans cette compréhension-là, finalement un monde qui nous montre que les mouvements futurs sont bien sensibles aux conditions initiales. Donc c'est l'effet papillon. Il peut bien y avoir à un moment donné, pour une petite cause, quelque chose qui vous emmène de l'autre côté et qui vous fait finalement vivre des événements qui n'étaient absolument pas anticipés, parce que tout s'organise à ce moment-là, les confluences se font dans le bon sens. Et donc cette sensibilité extraordinaire aux conditions initiales qui fait que sur 2 séquences aussi proches que possible l'une de l'autre, finalement, au bout d'un certain temps, vont évoluer dans 2 directions différentes. Malgré tout, malgré cette sensibilité aux conditions initiales, la structure générale de l'organisation de ces fonctions reste insensible à celle-ci. Voilà comment, petit à petit, dans cette construction, on voit le cours des événements se faire
et finalement un certain nombre de ces fameux attracteurs. Est-ce qu'ils existent pour chacun d'entre nous? Globalement, est-ce qu'on a une destinée? Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous ramène au sol? Oui, ça on le sait. Est-ce qu'on peut prédire l'entre-deux? C'est toute la question de la sensibilité aux conditions initiales pour lequel, bien mal acquis, je n'irai pas jusqu'à prétendre pouvoir le faire pour chacun d'entre nous. C'est totalement impossible. Donc on a bien, comme je vous le disais, des fonctions qui vont être identiques à l'intérieur de notre espèce, comme avec les autres espèces. Bien entendu qu'on partage des quantités de lois, et ces lois, pour la même que l'on vient de voir, cette fameuse loi de Moore publiée en 1975, regardez l'activité physique des souris tout au cours de leur cycle, c'est strictement la même que celle que je vous montrais chez l'homme tout à l'heure. Vous avez là sur une quantité considérable d'animaux. Quand on regarde sur le nématode, un tout petit ver qui est extrêmement important, le Caenorhabditis elegans, pour comprendre toutes les fluctuations qu'on peut faire sur des protéines particulières, sur des gènes particuliers, et voir dans ces études de la longévité ce qui se passe. Voilà, vous diminuez les capacités, vous diminuez la longévité, et vous avez à chaque fois, y compris sur un animal aussi simple que le Caenorhabditis, une description qui revient là encore à ces fonctions de Moore sur l'activité locomotrice. Et donc on a une compréhension de ces potentiels vitaux dans lesquels la courbe enveloppe se développe, les maxima, les records du monde, à chaque âge. Et puis on a ensuite une distribution qui est en général une distribution gaussienne, et la moyenne, pour une population donnée, va se situer quelque part entre les deux. Et ce qui est important, c'est de comprendre qu'on va suivre probablement, pour des raisons autosimilaires, le même chemin. Le même chemin au milieu, bien entendu, ça s'arrêtera un petit peu plus tôt. Et donc la question de la mesure des espérances de vie d'un groupe donné, soumis par exemple à une maladie chronique, un diabète, une insuffisance rénale, soumis à des facteurs de risque, le tabagisme, l'alcoolisme, l'absence d'activité physique, la sédentarité, on va avoir dans toutes ces questions qui vont s'entremêler, parce que chacun choisit finalement choisit sa vie telle qu'il le souhaite, ou telle que les événements à un moment donné l'ont conduit finalement à une addiction. Il y a quantité de fumeurs en France qui peuvent remercier l'armée française pour leur avoir fourni les paquets au départ. Et donc on est dans des situations dans lesquelles ces addictions, ces changements sont volontaires pour certains et ne le sont pas pour d'autres. En tout cas, ce que l'on peut voir lorsqu'on mesure la même chose, vous voyez la vitesse maximale, dans un groupe de 30 000 sujets, écoliers, collégiens, lycéens, universitaires, en entreprise, seniors, eh bien on retrouve exactement la même distribution. Je vous disais. Alors on n'est pas à 10 mètres 47, comme Usain Bolt à 25 ans, on est à 6 mètres 50, mais sur une vitesse maximale, on retrouve strictement cette distribution-là. Et donc on voit bien que c'est porté, et on est maintenant à 60 000 sujets explorés par ce test diagnoforme en France, on ne fait que diminuer nos marges d'incertitude et préciser très exactement cette relation avec le temps. Et donc on voit là, comme je vous le disais, pour la vitesse maximale de marche, chez les hommes comme chez les femmes, cette diminution exponentielle. Et l'important, c'est justement de retrouver dans ces messages de prévention quelque chose qui permet très tôt d'enclencher la plus forte pente pour pouvoir permettre à chacun, finalement, d'établir et d'obtenir ses capacités maximales, d'aller à son potentiel. Et c'est bien comme ça qu'on souhaite pour nos enfants trouver l'épanouissement qui leur correspond. Et donc toutes ces questions vont pouvoir être portées par la médecine préventive, entre autres, qui est pendant l'adolescence, pendant l'enfance, mais surtout pendant la grossesse de la mère, puisque c'est dans ces phases-là qu'on va établir des quantités de facteurs extrêmement importants, y compris sur le plan de la connexion synaptique, y compris sur le plan de la qualité des myocytes cardiaques. On va avoir, et par la prévention de toutes les maladies materno-infantiles, la rubéole par exemple, on va avoir des points majeurs à trouver pour pouvoir progressivement amener toute une partie de ces 800 000 enfants qui naissent chaque année en France jusqu'à leur maxima à eux. Alors la question maintenant, une fois qu'on a conçu un petit peu ce que sont ces limites, c'est de savoir si elles se modifient. Alors la première, c'est l'expansion. Ça veut dire qu'à un moment donné, on est capable d'aller plus haut. On relâche la contrainte. Et donc, on va avoir finalement un moment dans lequel on sera capable d'aller au-delà des capacités d'avant. À l'inverse, sous contrainte,
de plus en plus forte, on va réduire nos capacités d'adaptation avec des flux qui peuvent être beaucoup plus étroits, des marges qui peuvent être beaucoup plus étroites. Et toute la question se pose à ce moment-là autour finalement de ces cycles. Et si les contraintes ne sont pas trop élevées, si on a en tout cas des démonstrations dans le vivant, dans le règne animal, dans lequel les contraintes ont été si fortes que, y compris sur le plan de la démographie de l'espèce, on arrive à l'extinction. Cette valeur de l'expansion phénotypique, eh bien on l'a quand on regarde des données qui ont été prises lors de notre étude, c'est dans les données bleues, et qu'on les compare à celles qui avaient été publiées dans cette première publication dans Nature par Moore, Dan Moore, sur la même épreuve. Et donc, entre 1975 et 2009, sur ces 35 ans d'écart, vous allez avoir pour chacun de ces points, à chaque âge, finalement, une augmentation des performances très significative. Et vous voyez justement très précisément que c'est dans tous les sens et à tous les âges, et y compris sur la fin, qu'on va avoir cette modification des capacités. C'est donc bien une expansion phénotypique à laquelle on assiste au cours du XXe siècle, chez l'homme, mais chez le lévrier de la même façon. Regardez les valeurs dans les années 60, 70, 80, 90 et 2000, pour de toute autre raison, sur un tout autre contexte, parce qu'on a cherché une performance chez l'animal alors qu'on ne la cherche pas de la même façon chez l'homme, même si, in fine, c'est bien une question du dépassement de ses limites qui est toujours posée, quel que soit le retour financier qu'on en attend, c'est quelque chose sur lequel on fait apparaître ces variations très similaires sur 2, 3 espèces. On est en train d'étudier également sur les chevaux de course et on va avoir les mêmes valeurs et la même réflexion autour de cela. Contribution individuelle à cette progression collective. Pour ceux qui ont suivi la natation, 50 mètres nage libre, vous avez ici Tom Jaeger, dans les années 80, Matt Biondi, Tom Jaeger, qui était détenteur du record du monde dans les années 80, Alexander Popov, le dernier en maillot de bain, et puis Frédéric Bousquet, qui a détenu à un moment donné le record du monde du 50 mètres nage libre, juste avant César Cielo. Et chacun vient en fait, pour chacun de ces points, apporter sa contribution, et donc amener son point record personnel à la courbe d'évolution des records du monde sur ce 50 mètres nage libre. Vous voyez là-haut. Et puis chacun ensuite vieillira, n'aura plus ses capacités. Frédéric est en train de connaître ce passage difficile, Federer en tennis aussi. Voilà, chacun va avoir ses contributions. Usain Bolt en est parfaitement conscient, il le dit, il me reste 2-3 ans pour arriver à encore peut-être progresser, et puis après ça va être un petit peu plus difficile. Et donc cette fonction-là, qui est portée par une courbe individuelle, va s'inscrire dans ce schéma collectif. Et ceci montre comment ce changement des limites, cette progression qu'on appelle l'homéorésis, déplacement des contraintes, déplacement de l'homéostasie, va permettre finalement la progression autour de la modification de ces limites humaines. Et si on regarde sur maintenant ce long temps des 2 siècles qui nous ont précédés, on peut imaginer théoriquement cette mode d'expansion dans lequel une même courbe va progressivement se dilater, une fois qu'on arrive dans le XXe siècle, accélérer au milieu du XXe siècle, et puis commencer à montrer quelques petits signes de saturation sur la fin du XXe et début XXIe, mais dans lequel on va avoir un progrès très net de l'indicateur de performance, ça peut être la vitesse maximale sur le 100 mètres, et en même temps une augmentation de l'espérance de vie jusqu'au record du monde actuel, détenu par Jeanne Calment depuis 97. Notez que depuis 97, on est redescendu à 118 et actuellement 115, 116 seulement, sans pouvoir montrer de signes d'évolution dans ce domaine-là non plus. Et donc on a bien 2 courbes de performance, croissance des records et croissance de l'espérance de vie, qui vont en fait résulter d'une simple augmentation de ces capacités, de la courbe enveloppe, et à l'intérieur de laquelle vous n'avez pas seulement 1 milliard d'individus ou 700 millions à la fin du XVIIIe siècle, mais 7,5 milliards d'humains au début du XXIe. Alors est-ce qu'il y a des limites à ce développement? C'est bien toute la question. Quand on regarde ce que sont les valeurs du saut en hauteur, vous voyez que Première, Seconde Guerre mondiale, à chaque fois 2 arrêts très nets, chez les hommes comme chez les femmes, ce sont ici les 10 meilleurs performeurs chaque année, différents, pas les 10 meilleures performances, mais les 10 meilleurs performeurs. On regarde le groupe des 10 qui finalement déplace le plafond.
Et on voit qu'après une progression très nette dans les années 50 à 90, depuis 20 ans, on a atteint ces plafonds sur le saut en hauteur. Le dernier là-haut, c'est Javier Sotomayor, sauteur cubain, contrôlé 2 fois positif, cocaïne et nandrolone. Sur le 800 mètres féminin, ici, avec Jarmila Kratochvílová en 82, transformation d'une petite jeune femme toute mince, une espèce de bûcheron canadien en 2 ans. Depuis, plafond complet. Même chose sur le 800 mètres masculin, même si David Rudisha, fils de son père, puisque son père était déjà dans l'équipe olympique à Mexico en 68, tente de repousser un petit peu. On voit bien que globalement, après ces 2 grandes phases d'expansion du XXe siècle, depuis 20 ans, prend 30 ans bientôt maintenant, puisqu'il date de 83 justement. Je pense que c'est cette année qu'on fêtera les 30 ans de ce record du monde sur le 800 mètres féminin. Et donc on a des fonctions qui montrent, malgré ces 2 ruptures, ces plafonds-là sur des formes très simples, de formes approchées par une fonction logistique toute simple. Si vous regardez le 400 mètres, à nouveau, Première et Seconde Guerre mondiale, qui sont des moments très forts, totalement indépendants du sport, mais qui appliquent leur marque sur les performances maximales. Personne n'a envie à ce moment-là de se mesurer en compétition. La plupart sont au front, d'autres qui n'y sont pas ne sont pas là pour établir des performances. Et globalement, il faut 13 ans pour remonter finalement et retrouver les niveaux d'avant la guerre pour repartir sur cette fonction évolutive. Et avec ces 2 temps-là, on retrouve là encore pour le 400 mètres féminin, vous voyez ici toute la grande période allemande de l'Est, donc là encore avec des dopages d'État très protocolisés, connus et publiés maintenant puisqu'on a accès aux archives de la Stasi, et finalement qui ramène tout cela à un plafond. Alors quel est l'impact de la technologie dans ce domaine ? Si on regarde le 400 mètres nage libre en natation depuis 1960, toujours avec la même réflexion des 10 meilleurs, on va voir progresser jusqu'à un plateau dans les années 80-90, et puis à partir de 2000, une deuxième marche de progression avec 2 temps très forts, 2008 et 2009, comme les 2 temps extrêmement importants de la natation de ces dernières années. Si on regarde maintenant la vitesse moyenne de toutes ces courses, 100 mètres et 200 mètres, sur le nage libre, dos, brasse et papillon. Donc on fait la moyenne de tout cela pour les 10 meilleurs. On constate qu'il va y avoir un effet très important, qui est un effet culturel, qui fait que l'année des Jeux Olympiques, on va avoir 1% de plus en performance que les années précédentes. Et puis l'année suivante, changement de génération, fatigue. Vous voyez Yannick Agnel qui décide d'arrêter. Et puis s'y remettra au mois de septembre. On a toujours cet aspect de fatigue. Parce que l'investissement est important pendant toute la préparation pré-olympique des 2 dernières années, de la dernière année, des 6 derniers mois, du dernier mois, qu'à un moment donné, cette saturation a des effets psychologiques importants. Et puis après, on revient. Et ce cycle-là, voyez-le, depuis 80, 84, 88, 92, 96, 2000, etc., à chaque fois, tous les 4 ans, on voit bien le petit point qui sort de la courbe. D'accord ? Ce qui ne change strictement rien à la fluctuation qu'on peut avoir. Et puis, on va avoir ici, après cette alternance donc, des 4 ans, cette augmentation des années 2000 aux années 2008. Et cette augmentation, elle est liée essentiellement à quoi ? Elle est liée au fait qu'on va passer d'une natation en maillot de bain, et donc un gain de 16% de 1960 à 2000, qui atteint son plafond. La natation, à ce moment-là, accepte, pour éviter cette stagnation, cette saturation d'effets, accepte les combinaisons. Et à ce moment-là, on va avoir un gain de 3%, et donc on a l'impression d'une envolée exponentielle à ce moment-là, sauf que c'est 400 € par compétition. Et là, on a l'impression de voir voler les nageurs. Voler littéralement, ils se décrivent comme ça, sauf que ce n'est pas valable suffisamment longtemps et c'est trop coûteux pour pouvoir tenir sur cet aspect. Et on va redescendre de 1,5% à la suite de l'arrêt de ces combinaisons qui resteront comme des points magiques pendus au-dessus de la valeur de la nage et de la natation internationale. Et donc ce que l'on voit, c'est qu'une interaction entre différents cycles, le cycle physiologique de cette croissance, avec un effet de saturation, le cycle technologique qui rentre comme une capacité à transitoirement augmenter les possibilités, et un cycle socio-culturel qui est celui de la motivation tous les 4 ans d'une génération entière de nageurs qui se donnent ce rendez-vous. Et on le retrouve exactement de la même façon en athlétisme, on le retrouve exactement en cyclisme, on le retrouve sur toutes les grandes valeurs qui vont avoir ces périodicités-là, avec cette petite augmentation des performances. Mais toutes, comme vous le voyez,
arrive à saturation depuis 20 ou 30 ans, que ce soit sur les courses, que ce soit sur les lancers, que ce soit sur la natation, sur l'haltérophilie. Toutes ces valeurs montrent que depuis 30 ans, les capacités maximales, non pas pour le record du monde, il y en a encore quelques-uns qui sont battus, même si c'est de moins en moins fréquent, mais pour les 10 meilleurs, arrivent à ces valeurs de plafond. Et puis, derrière cela, on peut concevoir ce que sont les questions de la typicité des performances. Et donc, derrière ce mot d'atypique, la question qui se pose est bien entendu, on a vu tout à l'heure les valeurs des 10 meilleurs en saut en longueur. On a ici, alors qu'on a toute une série de valeurs aux alentours de 8,30 m dans les années 60, on a ce record fabuleux du 1,90 m de Bob Beamon à Mexico. Alors on met ça sur le compte de l'altitude, on met ça sur le compte de l'orage, Bob Beamon l'a sauté une fois dans toute sa carrière, pas deux. Il était à 8,20 m avant, il est à 8,20 m après. Entre 8,20 et 8,30. Aucun des autres, Lynn Davis, avec qui on en a longuement parlé, qui était champion olympique à Tokyo en 64, aucun n'a pu approcher cette valeur. Il a fallu attendre 23 ans pour que Larry Merricks, qui est troisième du concours en 91 à Tokyo, Carl Lewis, tous deux dopés, et Mike Powell, qui pour l'instant ne l'a pas été reconnu comme tel en tout cas, qui flirte avec l'affaire Balco, mais qui reste hors de toute cette histoire, battent et établissent enfin le dernier. Et vous voyez que depuis, on est arrivé à nouveau en saturation d'effet sur cette valeur. Alors quand on prend la valeur de Bob Beamon, on s'intéresse à la distance qu'il met avec tous les autres de sa génération. Lynn Davis, on le regarde aussi par rapport à ce qu'il est sur la totalité des performances réalisées et du temps qu'il est nécessaire pour battre ce record. Et ensuite, on peut avoir une valeur algébrique de cette distance par rapport à tous les autres sur toute la dimension historique de l'épreuve saut en longueur. Et à partir de là, on a un coefficient qui tient compte de tous ces paramètres temporels et de distance algébrique, et on fait apparaître des moments où la typicité est plus importante. Et vous voyez ces grands moments historiques, 14-18, 40-45, dans lesquels, on l'a vu tout à l'heure, bien entendu, on n'est pas dans les conditions de performance, mais quand on rentre dans les compétitions sur des questions de performance, à ce moment-là, pour tout l'athlétisme, on voit un pic assez net en 1968, et on voit surtout cette extraordinaire bouffée délirante, si j'ose dire, sportive de 1988, c'est-à-dire celle de la confrontation, enfin, après 12 ans de boycott, puisque depuis 1976 à Montréal, boycott américain pour les Jeux de Moscou en 80, boycott soviétique pour les Jeux de Los Angeles en 84, 88, et le dernier affrontement avant l'effondrement du mur de Berlin. Et on a, à ce moment-là, des records qui sont inaccessibles, inattaquables, et toute cette année-là est une atypicité extraordinaire, y compris pour le 100 mètres féminin, Flo-Jo, qui n'a jamais été approché depuis. Donc on a des moyens d'établir cette caractéristique d'une performance assez atypique, et en voilà probablement la plus caricaturale, si j'ose dire, sur le 3000 mètres féminin. Vous voyez la vitesse ici, pour les 10 meilleurs mondiales, de 70 à 2015, effet de saturation connu. Et puis là-haut, vous avez 5 athlètes qui, le même jour, toutes du même pays, battent le record du monde. C'est un élément unique de toute l'histoire du sport. Il n'y en a pas deux comme ça. Là, on est dans une interrogation assez extraordinaire, puisque vous voyez que depuis, aucune autre athlète ne s'est approché de cela, puis ça nous rappelle nos belles lectures d'enfance, avec cette langue un petit peu bleue. Alors l'expansion physiologique, combien il me reste de temps ? 5 minutes. Sur l'expansion physiologique, on va se poser la question d'autres paramètres des activités humaines qui vont voir ces fluctuations identiques. L'expansion de l'espérance de vie va avoir un effet de saturation actuel, mais quand on regarde les médaillés olympiques, on voit que leur taux de mortalité est très inférieur à celui de la population générale, et quand on regarde la distribution de ces Olympiens, participant depuis, nés en 1828 pour les tout premiers Jeux de 1896 et de 1900 à Paris, on va avoir en fait des fonctions permettant de classer l'âge au décès en fonction de l'année de naissance et de voir les grands impacts, là encore, de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi celles des limites
de la mortalité tout à fait là-haut. Et on peut regarder sur des fonctions de densité comment se répartit ce groupe et voir sur ces zones comment cette fonction de densité va augmenter progressivement. Et si on regarde ce groupe, on se rend compte que finalement la pente ici devient de plus en plus raide. Donc globalement, on voit qu'on n'arrive plus à avancer vers les 105, 106, 108 ans, qui sont les records actuels des Olympiques. Mais si on les compare aux supercentenaires dont on parlait tout à l'heure, eh bien c'est la même chose qui est en train de se passer là-haut, c'est-à-dire qu'on ne voit pas augmenter vers les 130, 140, 150 ans la classe des plus avancés de l'espèce humaine. On a au contraire l'impression que petit à petit, ce plafond est en train de nous montrer de la même façon pour les uns et pour les autres cette évolution, puisque regardez, voilà les doyens de l'humanité là-haut, Jeanne Calment à 122 ans, voilà la valeur exacte actuellement reconnue, voilà les athlètes olympiques, voyez la moyenne de l'espérance de vie française, donc ça c'est la moyenne pour la totalité de nos concitoyens, et la moyenne mondiale aux alentours de 70 ans, et à chaque fois on voit apparaître ces limites potentielles ou ces plafonds dans ce domaine. De la même façon, l'expansion économique pose le même type d'interaction avec Première et Seconde Guerre mondiale, et puis les fonctions qui sont celles de ces fameux rendements décroissants. Et ces rendements décroissants, si on les regarde sur les taux de croissance du PIB, ou de la consommation de soins et de biens médicaux, c'est-à-dire un des indicateurs les plus importants de l'utilisation de l'argent public pour le remboursement des soins, le remboursement des médicaments, le remboursement des procédures de soins, eh bien on voit que depuis les années 50, ce taux ne cesse de décroître, parce que progressivement on atteint le plafond, donc d'une année sur l'autre, le gain est de plus en plus faible et qu'on est en train de passer les zéros. Et c'est bien toute la question actuellement de ce qui nous pend au nez dans la question de la récession économique. Je passerai sur cette idée de l'expansion technologique pour avoir une idée plus précise de nos plafonds et venir sur la dernière question de ces potentiels et de ces optima pour montrer, on l'a vu tout à l'heure, que l'âge et la performance seront reliés, la taille et la performance aussi, sur les sports comme le basket. Il faut être grand, mais pas trop. L'IMC, c'est-à-dire la masse embarquée, va être extrêmement importante aussi pour arriver à établir les meilleures vitesses, que ce soit sur le marathon aux alentours de 19 ou sur le sprint aux alentours de 23. Là encore, on est décalé en fonction de la contrainte. Mais on va avoir après toute une série d'autres interrogations en dehors du sport qui seront nourries par cette réflexion-là pour savoir comment, finalement, on atteint ces limites compatibles, comme je vous le disais au tout début, avec la survie, avec des valeurs extrêmement faibles, c'est la question de l'anorexie, et de l'autre côté, celle de l'obésité des populations, voire des obésités morbides, record du monde d'indice de masse corporelle à 150 actuellement pour une personne d'1m92 et de pas loin de 550 kg. On est sur des questions qui sont compatibles temporairement avec la vie, mais pas sur une prolongation importante. C'est bien tout ce qui vient au fur et à mesure autour de ces relations. Et donc, si on veut terminer sur cette question, la principale va venir essentiellement de notre compréhension de cette interrelation. On voit bien le phénotype ici avec le temps. On a regardé cette fonction qui va monter jusqu'à 25 ans et puis décroître. On va avoir ensuite des interactions qui peuvent se faire sur un autre niveau, on prend une autre dimension, la température, et donc on va fluctuer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, entre printemps, été, automne, hiver, et constamment se déplacer autour de cette courbe. Et puis on va avoir toute une série d'autres possibilités d'interaction, que ce soit sur l'économie, que ce soit sur des valeurs physiologiques, la tension, que ce soit sur le sucre, le sel, ou ce que l'on va ingérer dans une nutrition de qualité ou pas, que ce soit la quantité de vitamine D. Et puis, toutes ces relations, qui sont simples deux à deux, sont en fait à décliner à l'intérieur de nos possibilités. Et chacun d'entre nous est en général là-haut. Et il se déplace, il s'équilibre, tant bien que mal, il avance. Puis de temps en temps, il tombe. Et puis, il faut espérer que quelqu'un est capable, la médecine si c'est un problème médical, la société si c'est un problème social, si ce sont des questions d'économie, si ce sont des questions de perte, de pouvoir ramener chacun là-haut. Et donc, on va avoir cette question autour de cette progression générale sur ce front de Pareto jusque dans les années 2000-2013. Et la suite, c'est à quel niveau, combien de temps se maintient-on pour pouvoir établir toutes ces fonctions autour de ces valeurs. Voilà, j'en terminerai là pour éviter ce grand passage encore dans lequel on avait toute la question de nos relations avec les autres espèces et terminer sur cette valeur
de description extraordinaire de Buffon, qui nous dit ainsi: tout se rapproche et s'éloigne, s'unit ou se fuit, tout se combine ou s'oppose, tout se produit, se détruit par des forces relatives ou contraires qui seules sont constantes. Donc il faut imaginer peut-être qu'il y a un certain nombre de forces qui nous entourent. La gravité est la première, contre laquelle lutte tout sportif, qu'il s'agisse de sauter toujours plus haut, de courir toujours plus vite, de se déplacer. Ces forces-là sont constantes, elles sont celles de notre univers, et malgré tout, en se balançant sans se nuire, elles animent l'univers et font un théâtre de scènes toujours nouvelles et d'objets sans cesse renaissants. Voilà, vous trouverez quelques-unes de ces réflexions autour de DVD ou d'ouvrages qu'on a publiés, en particulier avec Bernard Swinguedo et Gilles Boeuf, publié l'année dernière, qui vient d'être réédité. L'homme peut-il s'adapter à lui-même, un colloque que nous avions réalisé au Muséum il y a 2 ans. Je voudrais remercier toute mon équipe, en particulier Juliana Antero, Geoffroy Berthelot, Malaïda, Marion Guillaume, Andy Marc, Julien Schipman et Adrien Sedeau, et vous remercier de votre attention. Merci, professeur. Place aux questions. La question naïve pour le saut en hauteur. On a beaucoup dit que le passage du rouleau ventral au dos en 68 avait augmenté beaucoup. Or, si je regarde vos courbes, on n'y voit que dalle. Absolument. Vous les avez parfaitement regardés. Je l'ai cherché, ce passage. Il y a de temps en temps des moments où on le voit apparaître, ces petites fluctuations. On a bien regardé ça aussi dans le cyclisme sur route. Le cyclisme sur route a une transformation majeure. Vous avez des vélos de 30 kg. On faisait le Tour de France sur 6000 km, juste après la Première Guerre mondiale. On en est à 3200, 3500 actuellement. Ils faisaient le double avec des vélos qui pesaient 4 fois le poids actuel. C'était des conditions qui étaient particulières. Donc on a regardé comment le dérailleur, puisqu'au départ ils sont en plus sans changement de vitesse possible. Donc il y a un pédalier et un pignon à l'arrière. Et pour certains qui inventent l'astuce, ils mettent deux pignons, un petit et un grand. Et ils retournent la roue quand ils arrivent en haut du col pour à ce moment-là pouvoir pédaler plus vite dans la descente. Mais on est sur des fonctions qui sont vraiment très très limitées sur ce plan-là. Et pourtant, on va avoir, par le biais de l'entrée de ces techniques, ou par le biais de l'entrée de l'aluminium dans la constitution des cadres, et puis le carbone dans les années 80, on va avoir des effets qui vont se faire. Il n'y a quasiment pas de changement sur la courbe. Quasiment pas de changement. C'est-à-dire que ces impacts technologiques-là ont, pour la plupart d'entre eux, très peu de vérité mesurable, telle que celle que je vous ai montrée sur la combinaison de natation. Alors là, vraiment, oui. Là, il y a un saut extraordinaire qui est extrêmement visible pour toute la natation. Et vraiment, elle a progressé d'un coup, et dès qu'elle l'a arrêté, pouf, elle est retombée sur ses bases. Et ces bases, c'est le développement, finalement, de la statique humaine, de la biométrie, donc l'augmentation de taille des nageurs, celle-là, on peut la mesurer par ailleurs, l'augmentation de la masse embarquée, et les rapports particuliers qu'il y a entre la taille du tronc, la taille des jambes, etc. Tout ça, ça rentre en ligne de compte. Mais on n'aura pas du tout cet effet-là sur le rouleau ventral. Il permet juste, à un moment donné, de peut-être sortir un tout petit peu du plafond qu'on avait atteint dans cette période-là. Bonsoir, merci pour votre conférence qui est très claire. Ma question elle a trait au dopage. C'est une double question. Est-ce qu'on le dopage, je veux dire, la détection du dopage a été aussi sévère dans tous les sports? Est-ce qu'elle a eu lieu il a eu lieu dans tous les sports, ce dopage? Est-ce qu'on a une idée d'ailleurs, Et le degré de sévérité également. Comment détecter les dopages aussi un peu dans l'ensemble des sports, justement par ces performances quelquefois qui font sauter au plafond une performance? Alors, première question sur est-ce que tous les sports sont concernés? Oui, bien sûr, il n'y en a aucun qui est immun. On le retrouve dans tous les sports, et chacun, parce que en fait, chacun est tenté à un moment donné de ne pas respecter soit sa parole, soit son engagement, soit simplement de respecter ses adversaires. On va l'avoir
dans tous les sports professionnels, amateurs, chez les jeunes. Chez les jeunes, il y a un développement de plus en plus important, même pour des compétitions minimes sur lesquelles il ne nous semble pas important, mais parce que l'engagement devient une espèce de quête absolue. Cet aspect se retrouve à peu près partout. On a les chiffres de l'agence française pour le sujet français, on a les chiffres de l'agence mondiale antidopage pour la totalité de ce qui est réalisé dans le monde. Et on voit des valeurs qui fluctuent selon les sports. Pas toujours d'ailleurs telles qu'on le croit, et pour des raisons qui sont sur les valeurs affichées, donc pour les techniques les plus lourdes, que ce soit sur les hormones stéroïdiennes, que ce soit sur le PO pour les valeurs, que ce soit sur les combinaisons multiples de produits qui vont chacun essayer de rester en dessous du seuil de détection, mais qui, l'un avec l'autre, vont avoir des effets synergiques. Toutes ces techniques-là sont de plus en plus développées. Là encore, c'est une question de développement proie-prédateur, c'est le gendarme et le voleur qui vont chacun augmenter progressivement leur capacité. Et on va avoir certains sports qui vont être évidemment beaucoup plus marqués. Et je pense en particulier au culturisme, dans lequel là, le bénéfice de l'injection de stéroïdes va créer l'hypertrophie locale, qui est justement les faire chercher pour augmenter un petit peu les chances de succès sur des concours qui ne sont pas faits pour ne mettre en évidence que la simple capacité de force, et qui d'ailleurs ne va pas se traduire par une augmentation de l'espérance de vie. Toute la question, à un moment donné, de la triche par rapport à ses capacités individuelles, ses capacités personnelles, à un moment donné, probablement, on va le voir au fur et à mesure sur les décès prématurés, risque de se payer. Risque de se payer. On n'en a pas la preuve actuellement, mais ce que je vous ai montré sur la dernière partie sur la mortalité montre que sur la toute fin, en particulier dans certains sports, on voit réapparaître dans les 15 dernières années, des chiffres élevés, des cas individuels. Marco Pantani fait dans le cyclisme partie de cela, dans lequel on a une inquiétude particulière autour d'une réaugmentation de décès en dessous de 50 ans, qui ne sont pas tout à fait attendus dans cette augmentation que vous avez vue progressivement vers les 85-90 ans, qui est la moyenne des athlètes olympiques, c'est-à-dire 5 à 10 ans de plus que la moyenne française. Il y a vraiment des effets très nets liés à cette capacité de performance et cette association entre la performance et la survie. Maintenant, comment le détecter ? Alors, il y a l'aspect biologique, biochimique simple, c'est-à-dire, ça c'est une négociation qui s'est faite en particulier avec les laboratoires pharmaceutiques pour essayer d'avoir assez tôt les molécules et donc rapidement mettre au point les tests de détection. Mais autour de ça, il y a effectivement cet aspect que je vous ai montré autour de la performance elle-même. Quand on a des records du monde extraordinaires qui restent pendant 50 ans, qui ne sont jamais approchés ni par la génération, ni par les générations suivantes, là on se dit, il y a quelque chose qui est un peu particulier, un peu bizarre. Quand on a des performances qui sont strictement situées entre les maxima féminins et les maxima masculins, de la même façon, on sait là globalement qu'il y a toute chance, et c'était le cas de Flo Jo sur le 100 mètres, sa transformation physique dans les 3 ans qui vont précéder les Jeux Olympiques de Séoul en 88 est strictement celle que l'on constate dans le même temps chez Ben Johnson. Donc, il y a une hypertrophie majeure, et on va avoir un record du monde féminin qui est toujours au firmament et qu'aucune des athlètes actuels ne peut approcher. Alors, après, il y a eu toute la question cet été, en particulier d'Ye Wen sur la natation chinoise, qui se fait à un âge, 16-17 ans, sur lequel, vous l'avez vu, les courbes de progression sont très fortes. D'accord ? Et à une époque où on a justement arrêté la combinaison de natation. Et donc, il y a eu un décalage très important qui a fait en particulier que Nature, grand journal scientifique, a lancé la polémique d'emblée en disant « Gagner 7 secondes à cet âge-là, c'est pas normal ». Et elle s'est fait... La publication s'est fait prendre un retour, une volée de bois vert, pas seulement des scientifiques chinois, évidemment, qui étaient premiers au fond, mais de toute une série d'autres, pour comprendre justement ce qu'était cette variation. Donc ils sont venus nous trouver pour savoir précisément comment ces marges de progression étaient établies en fonction des âges, sur telle distance, etc., pour revoir. Et on se rend compte que pour Ye Wen, elle n'est pas extraordinairement en dehors des clous. Ça ne veut rien dire,
sur la réalité de la façon dont elle s'est préparée. Mais on ne peut pas le dire sur certains aspects. Ce qu'il y a surtout, c'est qu'on peut avoir aussi des doubles bosses. C'est-à-dire que vous avez une carrière qui se fait pendant 20 ans, et puis progressivement, les gens s'éloignent de leur capacité maximale. Vous l'avez vu et très bien compris. Pourquoi ? Et puis tout d'un coup, ping, deuxième jeunesse. Alors là, il y a des questions à se poser. Et en particulier, ça a été le cas d'André Agassi, qui en 97 se fait opérer et dit voilà, l'opération m'a permis de revenir. Et puis 10 ans après, quand il arrête sa carrière, il écrit un bouquin, il dit cette année-là, en plus de me faire opérer, j'ai pris merci, veuillez m'absoudre, monseigneur. Donc on est sur un domaine dans lequel on a, par le biais de l'analyse des dopés pris sur le fait, condamnés, ou qui avouent, au-delà, toute une série de réanalyses de leur performance qui est en train de se faire actuellement et sur lequel on essaie petit à petit de comprendre cette variabilité et surtout cette variabilité individuelle. Parce que ce que vous avez dans le passeport biologique actuellement, c'est ça. Les taux d'hémoglobine, pour chacun d'entre nous, ils sont stables. Aux alentours de 13 grammes, 13 grammes et demi, 12 grammes 5, 13 grammes et demi, 14. Voilà, vous passez jamais à 17 grammes d'un coup. Celui qui à un moment donné, boum, saute là-haut. Voilà. On sait qu'il y a quelque chose qui n'est pas endogène, qui a créé à un moment donné. Donc on cherche, on piste, et à ce moment-là, on va. Les performances, c'est pareil. Quand on voit à un moment donné une performance extraordinaire se développer, on a un faisceau qui rentre dans une suspicion, mais là, ça ne veut pas dire preuve. Il faut pouvoir à chaque fois trouver l'élément, la molécule concernée. Mais il y a quand même le facteur psychologique et mental qui peut des fois faire des miracles, non ? Et contredire cette Pour ceux qui croient au miracle, non ? Oui, absolument. Tout est une question de croyance. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas venir sur la science, si ce n'est, et là on a énormément de choses à apprendre, sur les neurosciences. Parce que dans ce domaine-là, celui de la croyance, celui de la façon dont on doit, à un moment donné, construire son monde, et la façon dont on doit analyser nos perceptions, pour en faire une interprétation, et ce que je vous ai montré pendant 1 heure, ce n'est jamais que l'une de nos interprétations, vous pouvez en faire tout autre. Ces données-là sont accessibles. C'est une forme dans laquelle on va inscrire les capacités humaines et les capacités d'espèces dans la façon dont on construit notre propre monde et la façon dont on va nous-mêmes se qualifier. Alors, on se qualifie de sapiens, c'est quand même un peu plus simple. Il me semble qu'on est resté essentiellement habilis, mais peut-être encore des marges de progression, justement. Oui, vous parlez d'espérance de vie, d'augmentation d'espérance de vie pour les professionnels du sport, mais est-ce que vous prenez en compte leur qualité de vie, c'est-à-dire de fin de vie ? Est-ce qu'il y a des critères qui permettent de dire, il y a bien sûr l'aspect physique, mais aussi de dépendance ou d'amélioration de la santé pour ces personnes par rapport à la population générale ? C'est toute la question qu'on se pose effectivement entre les effets associés à la haute performance dont on voit qu'ils sont associés à une durée de vie, pas une espérance de vie, une durée de vie réelle mesurée. L'espérance de vie étant un calcul fait par anticipation sur les générations à venir en reproduisant, toutes choses égales par ailleurs, les conditions qui ont concerné la précédente. Là, on regarde les durées de vie complètes. Et donc, on voit cette augmentation très nette. Et c'est cette augmentation aussi qui fait partie des recommandations que l'on donne à tout le monde en se disant gardez votre activité le plus longtemps possible, retrouvez l'activité parce que vous avez démontré sur plusieurs centaines de milliers de millions de gens dans le monde des augmentations de 2 à 3 années de vie en plus. C'est-à-dire que là, vous venez de passer 1 heure assis, utilisez vos gambettes en repartant. Toutes les conditions de monter les escaliers sont bonnes à prendre. Et derrière ça, on va avoir des effets qui sont associés à cette variation individuelle. Maintenant, les sportifs de haut niveau associés à la performance ont une durée de vie plus importante parce qu'ils résistent mieux, parce que psychologiquement, vous en parliez tout à l'heure, et on a fait cette étude publiée en 2011, ils ont des capacités à gérer le stress considérablement plus élevées que la moyenne. Et donc, là aussi, ils ont des taux de dépression 3 fois inférieurs à ceux de la population générale. Des taux d'anxiété 3 fois inférieurs. Donc c'est des valeurs qui sont extrêmement significatives, très lourdes, parce que simplement ce sont des gens qui se coltinent la contrainte de l'entraînement de haut niveau tous les jours, qui elle, par contre, va créer des morbidités spécifiques, donc des destructions spécifiques. Rafael Nadal vient d'en montrer l'exemple
dans sa carrière, on se dit un syndrome de Hoffa, un problème de genou aussi grave. C'est pas gênant finalement pour un tennisman qui reprend et qui va gagner Roland-Garros dans 15 jours. Mais malgré tout, c'est quelque chose qu'il va probablement devoir, à un moment donné, régler, là encore la note, d'ici 20 ans, 30 ans, soit avec une prothèse de genou, soit avec des douleurs importantes. Oui, ça on le sait tous quand on a fait un peu de sport de haut niveau. Les matins sont difficiles, mais une fois qu'on est parti, on est parti. Et donc, sur cet aspect-là, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que vous êtes prêt à accepter pour être au sommet, dans ce besoin de dépassement, quitte à avoir les conditions de douleur, de difficulté. Quand on se rend compte de ce que sont les douleurs de la fin de vie, de gens qui ont des arthroses et qui n'ont jamais été champions olympiques, quand on se rend compte de ce que c'est que la difficulté de vieillir, de se dire je me lève encore, je continue à forcer sur toute cette contrainte qui pèse, on se rend compte qu'elles ne sont pas si différentes. Et que le fait d'avoir été champion olympique, de temps en temps, ça donne des deltas et des retours à des souvenirs qui sont ceux qui les ont portés justement dans ces moments-là. Donc sur cet aspect-là, c'est très difficile de dire qu'il y a finalement un effet négatif. On le sait sur la partie justement de triche dont on parlait tout à l'heure, parce que là, on a eu, en particulier chez les jeunes cyclistes belges et néerlandais dans les années 90, au tout début de l'EPO, avec des macrodoses, on a eu des embolies pulmonaires à l'appel, et des jeunes qui sont partis à 22 ans, 23 ans, liés au produit. Donc cet aspect-là est entaché d'une mortalité immédiate. On a ensuite la mortalité prématurée dont on n'est pas certain, mais qu'on regarde avec une extrême attention. Et puis après, tous ceux qui ont franchi, c'est Émile Allais qui, grand champion de ski, est décédé l'année dernière dans sa 101e année. Voilà, et qui faisait encore du ski il y a 5 ans, à 95 ans. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous attendez votre tour. Bonjour. Pour l'anecdote, je dis ça comme ça, je sors un petit peu du sport, c'est-à-dire dans le sport, vous avez inclus un joueur d'échecs, et là, il n'y a rien de physique, c'est purement mental. Et je fais une et une font deux, je pense au dopage. Est-ce qu'il existe, moi je ne sais pas du tout, des produits dopants et autres pour augmenter les facultés intellectuelles, soit pour un match d'échecs ou bien un examen ou un concours qui évidemment n'est pas contrôlé puisque c'est pas contrôlé. Est-ce que ça existe ou pas? Vous n'en avez jamais pris? Qui, moi? Non. Du café? Ça fait partie de la base. Effet tout petit, mais effet quand même. Effet quand même. Bon, celui-là fait partie de ce que les sociétés, une fois de plus, acceptent. À la fois comme plaisir, comme partage au moment de ce café quand il est pris ensemble, et puis pour ce petit effet qui est bien, à un moment donné, présent. Mais tout à fait minime par rapport aux amphétamines, qui, elles, sont ce que prennent, l'arc à Manu, là encore, des wagons, des bataillons d'universitaires américains, européens, chinois, tous à essayer dans les dernières nuits de ne pas flancher, de réviser alors que ils auraient pu le faire 2 mois avant, mais il y a 2 mois, c'était un autre intérêt qui était en jeu. Donc sur ces aspects-là, on va avoir, oui, bien sûr, des molécules qui sont même en vente libre pour certaines, ou alors qui se refilent sous le manteau. Et puis après, il y a des organisations. Et donc quand on regarde ensuite ces phénomènes-là se diffuser, et c'est vraiment des principes de diffusion qu'il faut prendre, parce que c'est dans ces formes d'organisation et ces formes de passage progressivement en réseau que la complexité de l'organisation du système réapparaît. Et donc il faut avoir une compréhension de ces complexités pour pouvoir interpréter la vitesse à laquelle se font ces changements, ces prises de risques, et ces prises qu'on voit augmenter de façon très importante dans le domaine sportif, je vous en parlais tout à l'heure, mais aussi et surtout dans le domaine éducatif. Et donc là, on a toute une série de questions. Les joueurs d'échecs, à ma connaissance, dans les années 20, 40, 60, n'étaient pas contrôlés sur le plan de la lutte antidopage. Je ne sais pas ce qu'ils prenaient à ce moment-là, mais les amphétamines existaient dans les années 60, oui. Je rappelle que la semaine prochaine, on va inviter le professeur Hervé Schneeves qui va parler justement de cela, du cerveau,
de la réparation, de l'augmentation aussi des facultés mentales. Remarquable spécialiste des neurosciences et avec lequel Exact. on a sur ces sujets-là, entre autres, avec d'autres, des discussions passionnantes. Oui, bonsoir monsieur. Juste pour rebondir sur la question qui vient d'être posée précédemment pour ce qui concerne les joueurs d'échecs. À un moment donné, ils avaient tenté d'interdire la caféine dans les hautes compétitions, parce qu'il y avait des joueurs qui venaient avec des thermos carrément. Et une précision, des gens comme Kasparov avaient un nutritionniste, ainsi qu'un préparateur sportif qui était tout le temps avec lui pour se préparer dans ces matchs. Je voudrais revenir sur le dopage. Est-ce que les molécules qui sont dites dopantes et donc à but de créer des résultats sportifs déterminés ne sont pas pris ou ne peuvent pas être pris à des doses plus infimes pour la santé humaine en général? Est-ce qu'il y a des passerelles possibles entre ces molécules qui sont inventées pour des performances attendues et éventuellement pour améliorer la santé du kidam qui ne fait pas de sport spécialement? Merci. Ce ne sont pas des passerelles, ce sont des ponts de Brooklyn, ce sont des ponts de Tancarville, des ponts de Normandie. Ce sont des molécules qui ont été faites pour la santé humaine la plupart du temps, qui ont été prévues parce qu'il y avait un déficit, parce qu'on avait compris la molécule clé pour un récepteur donné, parce qu'on avait révélé un métabolisme donné, et à ce moment-là, on invente. Dans l'indication pour l'EPO, par exemple, c'est celle des insuffisants rénaux, dont on sait qu'avec la perte de la fonction de production d'érythropoïétine endogène, on va avoir une anémie, et donc une perte de globules, une perte de transporteurs, qui va aggraver la maladie. Donc l'idée, c'est de compenser cette partie-là, non pas en traitant le rein, là il faut une transplantation, mais avec tous les risques après d'immunosuppression, etc., mais en compensant ce manque d'érythropoïétine endogène. Et on donne de l'EPO, qui a donc été clonée par Génie Génétique en 85. En 89, elle est déjà sur les terrains sportifs. Elle l'est déjà. Et donc, en fait, c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une question de diffusion entre ce que sont nos demandes et nous, dans le domaine sportif, on se dit, mais il y a une barrière considérable, on ne peut pas quand même mélanger la santé humaine avec tout cet admirable travail que font les scientifiques, et puis ces affreux sportifs qui sont là uniquement faits pour la performance. Mais de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe? Comme je vous l'ai montré, il y a des gens qui ont envie d'aller un petit peu plus loin, il y a des gens qui ont envie de prolonger, et ils se prolongent grâce à des biotechnologies, qui sont en particulier celles de l'EPO. Et ça ne sauve pas des vies, ça prolonge des vies, et des vies en qualité de vie, parce que quand on a 12 grammes d'hémoglobine, c'est beaucoup mieux que d'en avoir 8, et d'être fatigué après 2 marches. Tout cet aspect-là, ce sont des aspects d'indicateurs de performance réels, individuels, qui ne sont pas dans les championnats du monde, mais qui sont réellement l'objectif sur lequel s'inscrit à un moment donné la recherche, la science, et qui aboutit de temps en temps à des réussites. Et puis après, ça part dans tous les domaines, et dès que ça devient extrêmement, il y en a en ce moment 2 ou 3 nouvelles molécules qui ont été clonées sur des métabolismes très particuliers, alors celles-là, elles sont déjà en train d'être synthétisées, on ne connaît même pas les effets secondaires, et donc tous les risques que prennent ceux qui vont les utiliser dans les mois qui viennent, mais on sait que c'est présent déjà, et que vous avez une quantité de gens qui s'estiment devoir prendre cela non pas pour se respecter eux-mêmes dans leur physiologie, et s'ils ont la chance d'être champions du monde, finalement d'aboutir à ce plus grand bonheur qui est celui de monter jusqu'au maximum de soi, avant progressivement d'accepter de redescendre. Non, il y a quantité de gens qui disent « je veux être au-dessus de tout le monde parce que oui ». Voilà, c'est une espèce de force, de pulsion à l'intérieur de cette espèce qui est pas forcément différente des autres. Là-dessus, on a du mal à savoir ce qui se passe chez les autres quand même, ne partageant pas leur langage. Mais cette fonction qui est essentielle dans le vivant a justement tenté à chaque fois de repousser les limites. Et donc de vivre aux limites, constamment. Et ce qui est intéressant derrière toutes les courbes que je vous ai montrées, c'est cette notion que, oui, au-delà, la mort peut être présente. Andrew Simpson, on a payé le prix récemment, mais vous en avez quantité d'autres. Je pense à Gaumont, sur le plan cycliste, qui vient de décéder à 40 ans. Voilà. Lui, il a toujours dit, je me suis dopé toutes les années 90 et 2000. Voilà, il décède à
à 40 ans. Je ne sais pas de quoi, je n'ai pas accès au dossier. Si je l'avais, de toute façon, je n'en parlerai pas. Mais cette interrogation-là vient à la suite de Van den Broek, à la suite de Riminez, à la suite de Pantani, nous interpeller. Bonsoir. C'est pour savoir, est-ce que les gens normaux pourront-ils, dans les années futures, continuer à gagner aux Jeux Olympiques comparé à des gens qui, grâce à la technologie, par exemple, pourront avoir des prothèses métalliques, donc ils pourront aller au-dessus de la sauvegarde que met le corps pour se protéger lui-même, vu que grâce à des prothèses ou autres, on pourra user son corps plus facilement puisque ce sera comme une pièce de voiture à changer. Alors, il y a deux sous-parties à votre question. D'abord, on est tous normaux. On fait tous partie de la même espèce. 2 bras, 2 jambes, une tête. Et puis avance comme on peut. Dans cette question-là, il y a par contre une distribution des capacités. Ceux qui ont la chance d'être les grands cas rares, extrêmes, sont ceux qui vont être sur les podiums. Après, il y a ceux qui seront accessoirement sur les podiums, très rarement sur les podiums, pas du tout sur les podiums, uniquement sur les podiums régionaux, départementaux, champions de sa rue. Et ça peut être déjà un moment fabuleux. Et puis après, il y a tous les autres, en symétrie, ceux qui vont être perturbés, malades, très malades, extrêmement malades, cumulant plusieurs pathologies. Vous voyez ? Dans toute cette distribution-là, il y a à la fois de la génétique et de l'environnement. On n'a pas abordé cette analyse-là aujourd'hui, mais on ne cesse d'avoir des interactions qui vont permettre finalement l'expression d'un phénotype donné, donc d'une performance, un indicateur, peu importe le mot que l'on emploie, mais d'une capacité finalement exprimée. Et la compétition permet d'en mesurer à un moment donné les valeurs. Alors, dans cette fonction-là, ce qu'on comprend de plus en plus, justement, c'est ces gradients qui séparent les groupes et les autres, cette fonction dont une mutation, à un moment donné, fait passer les uns d'un côté, mais parfois de l'autre. Sur le gène HFE, sur les transporteurs, on va avoir des dialogues importants dans lesquels les hétérozygotes, donc un seul gène muté, sont champions olympiques, et dans leur famille, leurs cousins ou oncles, les 2 gènes mutés, et à ce moment-là, déclenchent une maladie particulière. Comment on compense ça ? Alors, soit on dit il faut que tout le monde se dope, et puis on remet les pendules à l'heure. On ne sait jamais quelle est la bonne heure pour la pendule. Donc, c'est impossible. Donc, derrière, il y a beaucoup plus cet aspect sanitaire qui sera extrêmement dangereux. Donc, on évite plutôt le dopage. C'est plus simple. Derrière, la compensation mécanique. La prothèse, et vous pensez peut-être à Pistorius, cet athlète donc amputé très jeune pour une malformation de développement de tout son carpe et donc de ses 2 pieds, en absence de péroné, va avoir 2 prothèses pour compenser ce handicap. Et effectivement, il court plus vite que les athlètes valides sur le 2e 100 mètres du 400. C'est-à-dire qu'il est inscrit sur le tour de piste, 400 mètres sur le stade, il perd 20 mètres sur la première moitié de la course. Et puis il les rattrape petit à petit dans la 2e moitié parce que l'énergie et la façon dont fonctionnent ces prothèses, restituent l'énergie, ne lui permettent pas d'aller vite au moment où les petits pas des autres au départ les emmènent au tout début sur les 20 mètres d'écart qu'il creuse. Mais sur la fin, il rattrape tout le monde. Donc il a été plusieurs fois champion paralympique, puisqu'il était dans cette catégorie, et il gagne le droit, et c'est pour ça que je vous dis qu'on est tous normaux. Parce qu'in fine, pourquoi l'empêcher de courir avec les valides ? Ce débat a été posé initialement pour savoir si cette partie de la prothèse l'avantageait ou pas. Et finalement, sur la perte de la première moitié et le gain de la seconde, les scientifiques biomécaniciens qui ont étudié ça de près se sont dit non, il y a finalement moitié-moitié, on n'y arrivera pas. Et c'est pour ça qu'il va jusqu'en demi-finale à Londres et qu'après il laisse la place aux spécialistes, les grands outliers, ceux qui génétiquement, environnementalement, par l'entraînement, par leur volonté, par l'ensemble de tous ces facteurs, hasard et nécessité, à un moment donné, sont capables d'aller au-delà. Alors après, se dire qu'on va se couper les pattes pour mettre des prothèses et espérer aller plus vite quand on a, j'attends de savoir qui dans la salle serait prêt à le faire. J'y crois pas une seule seconde. Qu'on prenne des produits, oui. Surtout quand on ne sait pas quels sont les risques. De plus en plus, on le voit. Mais à l'idée de s'amputer au prétexte qu'on serait capable de restituer autre chose derrière est
une véritable utopie. Alors après, pour Pistorius, il y a eu d'autres événements beaucoup plus dramatiques dans sa vie personnelle qui font qu'on n'est pas sûr de le revoir au niveau où il avait pu justement amener ce questionnement sur l'homme, non pas invalide, et c'est cette idée derrière le sport paralympique, que ce sont des femmes et des hommes comme vous et moi, à un moment donné, en capacité de, il faut leur apporter, au contraire, à ce moment-là, les prendre par la main pour leur dire, venez, de quoi êtes-vous capable? On vous donne, on essaye de trouver ces catégorisations qui ne cessent de nous, finalement, poser plus de problèmes qu'elles n'en résolvent. Mais à un moment donné, il y a cet aspect, et l'ambiance des Jeux paralympiques de Londres était des plus extraordinaires qui soient, pour montrer à quel point, justement, cet effort-là, cette capacité à respecter les autres dans leur dignité, y compris dans le handicap, y compris dans la difficulté, est essentiel dans cet esprit. Une question devant. Une question devant. On va peut-être prendre les dernières questions. Oui, vous avez beaucoup parlé de l'importance du sport sur la longévité. Mais autrefois, les gens bougeaient beaucoup. Hein, les agriculteurs, ils n'avaient pas d'aide mécanique, donc ils travaillaient physiquement. Et les soldats de Napoléon, ils ont fait 10 km. Les Romains, ils marchaient à pied, et puis ils mouraient jeunes. Donc je m'interroge de savoir si les facteurs principaux de longévité, c'est pas tant l'activité physique que tout l'environnement, la médecine, l'hygiène, l'alimentation et tout le reste. C'est une très bonne question qui, là encore, revient à cette partie du débat où on questionne individuellement ces relations 2 à 2. Et donc, dans la partie réductionniste, quelle est la part des choses? L'épidémiologie est là pour poser la question des interactions et ensuite d'essayer d'en répartir l'importance relative par rapport aux autres. Il est très clair que ce que vous dites est tout à fait juste. On avait une espérance de vie finalement au début du 19e siècle d'environ 30 ans. En France comme partout ailleurs dans le monde. 30 ans de durée de vie moyenne, parce qu'essentiellement une énorme mortalité infantile liée aux maladies infectieuses. Puis une fois qu'on avait passé ce cap-là, en général on était plutôt sur un pic de mortalité autour de 50, 55 ans. Bon. Mais la moyenne globale était de 30 ans. Et donc on est passé de 30 ans à 81 ans, là, en 10 générations. C'est rien, 10 générations. C'est vraiment des changements de conditions environnementales qui permettent ça. Pas du tout des transformations génétiques. On n'a pas le temps pour ça. Les bactéries, elles ont le temps. Les virus savent faire ça. La vitesse à laquelle ça se passe, 20 minutes par génération, pas de souci. Nous, c'est 20 ans. Voilà. Sur 2 siècles, on n'en a mis que 10. C'est non imputable à des modifications génétiques. Donc qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? On a une appropriation énergétique après la révolution industrielle. Et donc on a des gains, ces fameux, comme dit Jean-Marc Jancovici, esclaves énergétiques que sont nos bagnoles, nos ascenseurs, nos trains, nos escalators, tout ce qui nous déplace, tout ce qui va être aussi les intrants qui sont mis dans l'agriculture pour augmenter la production végétale et donc la production agricole. Toute cette fonction-là va considérablement développer l'énergie mise à disposition de la nutrition et donc augmenter la taille, le poids et le nombre, c'est-à-dire la masse individuelle et la masse totale. Vous voyez, on revient aux questions fractales dont on parlait tout à l'heure. Ce qui est valable pour l'individu doit être concevable et rentre à ce moment-là dans la question de l'autosimilarité pour la totalité du groupe. Et la totalité du groupe explose sa masse, puisqu'on passe de 500 millions à 7 milliards et demi. Donc quand on est sur ces considérations-là, on voit bien qu'il y a eu des changements qui sont essentiellement liés à l'appropriation énergétique. À la fois l'idée, la conception, Watt, la machine à vapeur, puis après l'utilisation du bois, charbon, pétrole, et donc toute la question de l'énergie carbonée, là aussi, revient à savoir à quel moment on a peut-être dépassé un autre optimum autour de la production de CO2 et toutes les conséquences qu'on va avoir derrière. Mais l'impact du coup sur la performance, quelle soit celle des records du monde, ou celle de l'espérance de vie, je vous ai bien montré cette idée d'expansion phénotypique dans laquelle on monte en haut, mais on pousse aussi latéralement. Et ça veut dire, à un moment donné, qu'on va avoir probablement les mêmes effets, les mêmes causes associées
réalisant cette expansion générale. Et donc, l'idée du déplacement de l'optimum actuellement sur l'activité physique, il est clairement posé. Pourquoi? Parce que pendant ce temps-là, sur ces 2 siècles, vous avez effectivement eu motorisation, changement considérable de nos sociétés. Et donc là, c'est Jean Forastier qui montre très bien cette diminution à la fois de l'agriculture, qui passe de 80% globalement au XVIIIe siècle à 3%. Actuellement, une augmentation des professions liées donc secondaires, liées à l'industrie au XIXe siècle, et puis une diminution liée essentiellement à une autre forme de mécanisation, robotisation dans les années 70-80, qui continue actuellement à limiter tout ça. Et puis il reste quoi? Il reste le tertiaire. C'est-à-dire des situations où on prend une caméra, des situations où on écrit une ordonnance, des situations où on commande un voyage pour 60 clients, des situations où on est sur une caisse au supermarché, des situations où on ne bouge plus. Du tout. Du tout. Et à partir de ce moment-là, on voit, parce que ces études-là sont faites depuis maintenant plus de 40 ans, d'abord dans le domaine cardiovasculaire, puis dans le domaine du cancer, puis dans le domaine des maladies neurodégénératives. Et à chaque fois, on voit la différence entre ceux qui décident de continuer à bouger, à marcher, parce qu'ils aiment bien aller au club de gym, ils aiment bien aller à la FFPGV, à la section de randonnée, ils aiment bien continuer à marcher dans leur ville, ils vont se déplacer à vélo pour aller à 5 km dans le... Et quand on regarde tout cela par rapport à ceux qui ne font pas ça, eh ben c'est 2, 3, 4, 5 ans d'espérance de vie, d'écart. C'est extraordinairement puissant, cette valeur-là. Donc, dans les conditions du XXIe siècle, alors qu'on a tous cessé, on était à 8 heures d'activité physique quotidienne, sans changement génétique. Maintenant, on est à 27 minutes. Voilà, donc dans ces conditions-là, on a intérêt à se remettre debout et à repartir. Parce que là, on va regagner quelque chose. Alors ça, c'est toute chose égale par ailleurs. Maintenant, si dans le même temps qu'on dit « marchons », vous avez une récession économique majeure, à ce moment-là, on va perdre sur l'autre terrain, qui est celui de l'alimentation, et la sécurité alimentaire est posée actuellement à l'échelle du globe. La question sur laquelle l'économie permet, y compris, de tenir les filets de sécurité, qui sont nos filets sociaux très importants en Europe, nettement moins en Chine ou aux États-Unis, et comment les gens qui sont précaires vont eux-mêmes, à un moment donné, renoncer aux soins, renoncer pour les parts fondamentales qu'on connaît, l'alimentation, renoncer à l'éducation, renoncer à la culture. On les voit, ces choix de renoncement. Ils sont faits. Et ça se traduit d'ailleurs, depuis 2008, dans certaines populations, en particulier sur les lenders de l'ex-Allemagne de l'Est, avec des reculs pour ceux qui sont en dessous des 3/4 du salaire moyen, un recul de 2 ans de l'espérance de vie en une décennie. Donc c'est déjà inscrit, on les voit lancer ces mouvements-là, si vous voulez. Donc on voit bien qu'effectivement, ça va être des questions majeures à résoudre en termes de société, parce que les conséquences peuvent être extrêmement lourdes. Mais malgré tout, par rapport à notre sujet du jour, c'est une forme d'autonomie essentielle. La capacité à se mouvoir de façon autonome, sans sa bagnole, sans sa moto. Et je le sais, je suis venu cet après-midi, alors que j'essaye de faire le maximum de vélo tous les jours. Ça, c'est quelque chose qui vous tiendra en capacité de réagir, en capacité de résister aux contraintes, et en capacité de résister en particulier à tout l'environnement tumultueux que nous allons connaître au XXIe siècle. Oui, mais malgré l'offre alimentaire abondante, il y a quand même le revers de la médaille. Il y a l'obésité, il y a des problèmes cardiovasculaires, le cholestérol et des choses comme ça. On est quand même guetté par certains méfaits de cette abondance. Et c'est très clairement, c'est cette question-là d'un équilibre énergétique entre les capacités qui sont réalisées par ce que l'on utilise. Nous sommes des machines à convertir l'entropie. Donc, l'entropie négative, c'est comme ça que fonctionne le vivant. On n'est pas différent à ce niveau-là. Il faut qu'on ait de l'énergie et il faut qu'on dissipe l'énergie. On parlait pour le marathon et la chaleur tout à l'heure, mais de façon générale, on fonctionne comme ça. Il faut qu'on puisse avoir. Et tout ce qu'on a réussi à trouver sur cette grande transformation qui remonte avant la révolution industrielle. La première, c'est la révolution agricole de Blackwell et de Jethro Tull, quand petit à petit les espèces sont sélectionnées. Ça, c'est dès le début du XVIIIe siècle, même pour certaines au XVIIe, où on va avoir des gains considérables. C'est la fois. Et puis, c'est malgré tout le moment où on se rend compte que la mécanisation va permettre de remplacer
l'homme vapeur, le cheval vapeur, finalement part de la vapeur, que va se faire ce changement. Et l'abondance alimentaire en est une conséquence. Et donc après, la conséquence, c'est quoi? C'est passer de 200 000 ans de quête difficile à je prends sur les rayons. Voilà. Quand vous avez ça, cette instauration d'un principe qui a complètement fait basculer le besoin, alors que, effectivement, sur des espérances de vie à 30 ans, mais aussi sur la taille moyenne de la population française est d'1,65 m, 1,60 m, 1,65 m il y a 200 ans. Donc on a gagné 10 à 15 cm. Et elle est de 45 kg pour le poids, on est à 70, 75. Donc elle a presque doublé sur le poids. On est bien sur des considérants qui, à un moment donné, permettent cette augmentation-là, liée à l'énergie qu'on utilise et qu'on va finalement s'approprier parce que voilà, on en a rempli nos rayons de supermarché. Oui. Cet équilibre-là, il faut le retrouver pour avoir au minimum un niveau de dépense équivalent à celui des apports. Oui, si on n'a pas ça, on gonfle. On gonfle, oui. Mais paradoxalement, peut-être il y a une autre logique, parce que lorsque je vois par exemple des Kenyans qui sont maigres comme un clou et qui empochent des médailles d'or dans les 5000, les 10 000 mètres, bon, en comparaison avec l'Américain qui se goinfre peut-être, bon, c'est des clichés, mais il y a quand même une réalité là. Alors, le cliché que vous mentionnez, il est extrêmement intéressant à étudier, sur le plan justement de ce que représente ce rapport entre la taille et le poids. Et donc, cet indice de masse corporelle, qui est un des indicateurs majeurs de l'obésité, je vous ai montré tout à l'heure le 150-160, à l'inverse, pour les marathoniens, en raison de ce principe de contrainte de l'épreuve, contrainte de performance, qui est celui de ne pas trop chauffer, donc d'avoir le minimum de muscles. C'est cela qui chauffe, puisque c'est eux qui sont mécaniquement. Mais il en faut suffisamment pour se déplacer. Et en même temps, il ne faut pas avoir un pet de graisse, un pet d'organes à soulever en trop. Donc vous voyez effectivement la taille dans les parties hautes et basses d'ailleurs de ces Kenyans qui, sur le siècle, alors, je pourrais vous montrer le schéma, entre 1900, la biométrie des marathoniens des tout premiers Jeux Olympiques et actuels, c'est des gens qui ont fondu, mais qui ont littéralement fondu, alors que les sprinteurs, au contraire, se sont complètement développés parce que c'est de la puissance embarquée sur un temps extrêmement court. Un sprinter comme Green, ou même comme Blake actuellement, qui est 2 fois plus large que Bolt, s'il est un peu plus petit, est incapable de faire plus de 800 mètres sans arriver à effondrement de ses capacités. Et il sera dépassé par un grand Rudisha, qui est déjà le prototype de ce que devient cette biométrie. Et on voit bien que ces valeurs-là vont progressivement, gradient par gradient, continuellement se déplacer globalement de la morphologie, du morphotype sur le 100 mètres vers le morphotype sur le marathon. Et ça, ce sont des qualités qui sont intrinsèques. Moi, je suis incapable de courir un marathon dans un temps donné. Voilà, je suis trop grand, je suis trop lourd, j'ai pas l'ossature pour cela, et je dépense beaucoup trop d'énergie à suer dans les cités. J'ai pas la possibilité de le faire. J'ai une certaine endurance, enfin je l'avais plus exactement, mais cela ne me permet pas d'accéder à ces. Ceux qui vont l'avoir sont effectivement ceux qui ont ces gabarits, et on voit progressivement, c'est via Torres Quairit, la voie attend le voyageur, mais ce gradient, cette idée qu'il y a des forces qui sont des forces tendancielles, dans lesquelles finalement les groupes, les individus s'inscrivent, peut-être. C'est ça toute l'histoire du chaos et de l'histoire de la stabilité des structures. C'est peut-être à l'intérieur de ça qu'on voit apparaître l'optimum ultime. Est-ce que c'est ça qui doit, à un moment donné, déterminer un gabarit donné dans une situation donnée? Et les exigences de contrainte sont tellement étroites maintenant dans le sport de haut niveau qu'il n'y en a plus beaucoup en dehors de ces gabarits. Quand vous avez vu le départ du marathon de Paris, peut-être cette année ou les années précédentes, allez voir à 8 heures, donc juste avant que les gens... Au tout début, les 100 premiers, qui sont donc les très grands qui vont se disputer le marathon, ce sont des gens qui sont d'une maigreur extraordinaire. Ce qui n'était absolument pas le cas dans les années, même 50, en sortant de guerre. Quand on regarde les photos des départs des marathons américains ou européens à ce moment-là, ce n'est pas du tout les mêmes gabarits. Pour ces raisons-là, spécifiquement. Merci. On va peut-être prendre l'ultime question, avec une voix féminine, douce. Bonjour, je vais essayer.
moi, ce que je me demandais, c'est est-ce que l'idée même de sport du haut niveau n'a pas en son sein l'existence du dopage. Comment peut-on imaginer des gens qui vont être dans cette société sportive où il y a le culte du premier, le culte de l'argent, le culte... Comment ça peut être autre chose que se doper le mieux possible? C'est ce qu'a fait Armstrong, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'ils font tous. Alors, ça mène à quoi? C'est une très bonne question. Je me la pose chaque jour. Ça prend quel... vous parlez... Mais vous savez ce qu'il faut faire pour être prix Nobel? Il faut organiser ses réseaux. Il faut tricher? Je ne sais pas. On a beaucoup de considérations sur cette activité intellectuelle de la science moderne. La science moderne, elle passe aussi par des relations interhumaines. Et beaucoup entre les hommes, parce que malheureusement, dans les sciences, il n'y a pas beaucoup de prix Nobel féminins. Hein. Et donc, à partir de là, il y a des interactions qui vont passer par le respect, pour certains qui diront « moi, je n'irai pas », et qui seront effectivement reconnus pour la qualité, et pour d'autres qui vont trouver d'autres voies. Hein. Comment fait-on pour être au numéro 1 politique de son pays? Mais ça ne... Comment fait-on pour être à un moment donné un grand artiste sur scène? Comment fait-on pour tenir? Comment fait-on pour jouer ce jeu qui est celui dans lequel, à la fois la représentation dont vous parliez, à la fois celui dans lequel les jeux d'argent sont considérables, mais pas seulement. Dans le domaine, on vient de voir avec Jérôme Cahuzac, à quel point le profil de Jérôme Cahuzac et celui de Lance Armstrong se ressemblent. Est-ce que ça défausse le sport? Mais non, ça ne dépend pas du sport. Ça ne défausse pas le sport. Je ne le défausse pas. Je ne le défausse pas. Il y en a d'autres, d'accord. Et pour l'avoir vécu, personnellement, sans avoir besoin de passer par là, je suis arrivé à mon maximum à moi. Je savais que je ne pouvais pas être champion olympique ni champion du monde. Je m'en suis rendu compte. J'ai pris la limite à ce moment-là. Hein, et je me suis dit, bon, là, ça va être difficile. Et tout l'investissement nécessaire sera probablement pas payé compte tenu de la valeur des autres au même âge. Quand ils sont 2 fois plus hauts, quand ils me passent toujours au-dessus, bon, là on se dit, ok, on le sent ça. Il y a des moments après, il faut l'accepter, ou au contraire se dire, j'ai l'énergie pour, je pars, et peut-être les prédispositions. Et puis de temps en temps, se mettre à passer par des sentiers interdits par le règlement usuel. Bon, et puis de temps en temps, on se voile gentiment, dans tous les domaines. Celui-là, contrairement à ce que vous pensez, n'est pas du tout spécifique au sport. La capacité de dépassement, l'envie d'être premier, elle transcende la totalité de l'espèce dans toutes les situations, surtout les hommes. Est-ce que c'est lié à la testostérone qui pousse derrière? J'en sais rien. Mais en tout cas, il y a chez les traders de très belles études qui le montrent. Chez les traders. Oui, donc on parle pas des sportifs de haut niveau. Ce sont des gens qui, dans une activité de haut niveau, sont allés au-delà de toutes les limites, y compris de l'organisation. On l'a vu par Kerviel en France, on l'a vu par la construction et les effondrements. On voit ces cycles-là se reproduire à l'envi. Ils vont continuer à se reproduire. Hein, et on aura à chaque fois des gens qui vont accepter, d'autres qui n'accepteront pas. Rien que sur ce plaisir-là, retournez voir Margin Call et Jeremy Irons, qui est extraordinaire dans la façon dont il entend la musique du monde. Tout d'un coup, il se dit « j'entends plus là, le cycle, c'est maintenant qu'il faut vendre ». La façon dont il le décrit là-dedans est extraordinaire, d'une capacité à analyser les choses justement dans ces fluctuations et de dire, voilà, certains, et de façon mais totalement indépendante de toutes les conséquences humaines qui vont être prises. Pourquoi est-ce que ça se prend dans ces moments-là? Pourquoi d'autres seront à l'écoute et se diront je ne peux pas, je n'ose pas, j'envisage des conséquences et je ne veux pas les faire subir à ceux qui vont l'avoir? Toute une série d'autres questions. Mais alors après, y mettre à un moment donné le prix physiologique ou pas, c'est une question qui n'est pas une question sportive, très clairement. Mais qui par contre va se trouver confrontée à toutes nos valeurs, nos fameuses valeurs du sport, dans lesquelles on va se dire, mais notre belle jeunesse, hein, comme disait Jacques Brel, et notre belle jeunesse. Ouais. Pauvre belle jeunesse. Oui, ben la jeunesse, il faut l'éduquer en lui disant, voilà comment ça fonctionne, et vraiment comment je souhaite que toi, tu ne fonctionnes pas. Voilà, tu sais que ça se passera comme ça, mais toi, je te demande de ne pas l'être. C'est pas facile, hein.
C'est pas facile. Et pourtant, à un moment donné, si on veut conserver, une fois de plus sur les turbulences qui nous attendent, si on veut conserver un tant soit peu de notre dignité, il n'y a que comme ça qu'on arrivera à s'en préserver. De ces effondrements majeurs qui, derrière les effondrements économiques, derrière les effondrements sociaux, derrière les effondrements politiques et militaires éventuellement, en garderont quelques-uns. Il y en a qui nous ont montré comment se tenir. Et je pense en particulier à un très grand scientifique qui est décédé il y a quelques semaines, François Jacob, qui a à la fois su montrer comment les choses se passaient dans le vivant, comment ces mécanismes extraordinairement puissants avaient leur propre régulation, avaient leur propre mode, ces fonctions chaotiques de la régulation du génome sont extraordinaires, c'est lui qui est un des premiers à le mettre en avant, et comment, pour autant, dans la décision qu'il prend en 1940, est celui qui nous dit, voilà, il y a une part humaine de ce travail-là, et une fois que j'y suis, je fais ce que je dois. Voilà, c'est, je pense, un des messages éducatifs les plus difficiles à faire passer, et en tout cas dans le contexte que vous décrivez parfaitement bien. Et que le monde sportif n'est pas forcément exemplaire pour faire passer ce message. Oui, mais vous Merci. savez, je crois, pour vous donner juste les chiffres, pour terminer sur ce point-là, je crois qu'on passe à côté d'un grand nombre de dopés, mais que globalement les chiffres qui sont de 95% globalement de l'AMA, 95% des contrôles qui sont effectués, qui sont négatifs, révèlent quand même une certaine partie de la réalité. Et donc il y a parmi l'immense majorité des champions qui nous entourent dans ce domaine-là, un paquet de gens qui ne sont pas dopés et qui jouent ce jeu-là, honnêtement. Il y en a beaucoup plus que vous ne le pensez. Voilà, il nous reste toujours le doute, il nous reste toujours à savoir comment, sur la typicité du gain, voilà, et puis la part du rêve. Merci. Merci, professeur. Merci à vous.